Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Diablement Historique, mon podcast où j'interviewe des collègues historiens ainsi que d'autres collègues streamers sur Twitch, à qui on pose plein de questions et à qui on demande de faire une chronique sur une thématique qu'ils connaissent bien. On commence ce nouvel épisode dès maintenant. Alors bienvenue à ce nouvel épisode de Diablement Historique qui porte sur l'histoire de la lutte, deuxième épisode qu'on fait. Alors je suis très content aujourd'hui ce soir d'avoir avec moi justement Jack du South Shore Wrecking Stream. Il s'était trop ennuyé, il avait trop envie de revenir. Salut Jack. Salut Frank. Et j'ai également la chance d'avoir avec moi aussi un historien de la lutte québécois, Pat Laprade. Salut à toi, Pat. Salut Frank, merci de l'invitation. Ça fait très plaisir. Merci à vous deux d'avoir accepté. Merci de vous être prêté au jeu de mon petit podcast là, que je fais une fois par mois pour justement rassembler des gens puis amener un autre format justement de vulgarisation historique sur Twitch. Donc, merci beaucoup d'être présent. Pour commencer, pour les gens qui vous connaîtraient peut-être un peu moins, je vais vous demander tour à tour de vous présenter, de nous dire en fait qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je commencerai par toi, Jack. Je me présente, je m'appelle, comme tu as dit, je m'appelle Jack. J'ai la chaîne South Shore Wrecking Stream sur Twitch, une chaîne où est-ce qu'on fait principalement du just chatting. On s'amuse à dire qu'on bougonne sur plein de sujets. Sinon, je suis lutteur professionnel depuis maintenant 16 ans. Ça fait 16 ans que je roule ma bosse dans le monde de la lutte québécoise. Je suis fan de lutte depuis ma tendre enfance. Mon père m'a initié à ça. Tu vas t'anticiper une de mes premières questions, c'est à savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la lutte. Fait que c'est bon, c'est parfait. Et voilà. Et comme je disais, ça fait 16 ans que je fais de la lutte. J'ai lutté un peu partout au Québec. J'ai été lutté au Nouveau-Brunswick aussi pour la UCW. Sinon, dans la vie, parce qu'on sait que tu ne peux pas vivre de la lutte au Québec, à moins de percer dans les grandes fédérations. Je travaille en marketing, je suis conceptualisateur de pubs, radio, télé et médias sociaux, et streamer à temps partiel lorsque j'ai le temps. Très, très belle présentation. Puis, quand je suis en télétravail, justement, là, je suis un très grand fan, justement, de tes streams parce que Jack fait beaucoup de discussions sur à peu près tous les sujets. Il aime beaucoup à dire qu'il est le bougon de Twitch au Québec. Et je pense que tu appelles même ta communauté les bougonneux, là, si je me trompe pas. Oui, effectivement, les bougonneux, les bougonneuses. Et voilà. Comme je me suis toujours plaît à dire, il n'y a pas de sujet tabou tant son temps que c'est acceptable socialement puis que tu n'essaies pas d'imposer ton point de vue à quelqu'un. Exact. Fait qu'écouter la chaîne de Jack, en gros, c'est comme si vous écoutiez vraiment une radio parler d'opinion là, sur toutes sortes de sujets. Vous mettez ça de côté, ça vous tente d'embarquer dans le chat un peu pendant vos pauses, vous pouvez le faire évidemment, discuter avec lui. Il lit pas mal tous les commentaires de façon assez assidue. Et sinon, vous pouvez carrément le mettre, ce qu'on dit souvent sur Twitch, on le met en lurk. Donc, on parle pas dans le chat, on est là, on écoute, mais on discute pas forcément avec le monde. Puis, ça fait une belle radio, parler justement. Donc, je passerai maintenant à Pat Laprade. Donc, Pat, si tu veux, même chose, là, de présenter aux gens qui peut-être te connaîtraient pas ou même les gens qui te connaissent déjà également. Nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes peut-être différentes plateformes. Je sais que tu animes également quelques émissions. Donc voilà, je te laisse te présenter. Oui, écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis impliqué dans le monde de la lutte au Québec. J'ai eu à peu près tous les rôles possibles, annonceur, gérant, arbitre. J'ai même quelques combats à ma fiche que, à ma grande joie, ne sont pas retrouvables maintenant. J'ai été promoteur. Oh oui, oui, oui. Et s'ils n'étaient pas perdus, je me serais arrangé pour qu'ils le deviennent. J'ai également... Oui, non, Jeff, ça ne marchera pas. Jeff, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Jeff, c'est ton nom de lutteur. C'est son nom de lutteur, oui. Ça sort tout seul. Donc, c'est ça, j'ai également, été scripteur, promoteur, j'ai eu vraiment tous les rôles. J'ai écrit également plusieurs livres sur l'histoire de la lutte. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui a été mon tout premier livre avec Bertrand Hébert sur toute l'histoire de la lutte au Québec. Également la biographie de Mad Dog Vachon, Maurice Mad Dog Vachon, qui est un de nos lutteurs bien connu, qui est malheureusement décédé maintenant. J'ai également un livre sur l'histoire de la lutte féminine en anglais seulement qui s'appelle Sisterhood of the Squared Circle. Et également notre plus récent, Bertrand et moi, qui est la biographie du géant ferré, la 8e merveille du monde. Donc,
Ça, c'est les livres que j'ai. Évidemment, en parallèle à ça, j'anime la lutte WWE Raw à l'antenne de TVA Sport tous les mercredis soirs. Kevin Raphaël et moi, on fait ça depuis plus de 4 ans maintenant. On a également notre propre podcast sur TVA Sport et Cube Radio, les antipodes de la lutte, donc disponible à chaque jeudi. J'ai également mon blog sur le tvasport.ca où je commente l'actualité de la lutte ou des entrevues ou bon, des trucs du genre. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Il me semble que j'organise les prix de l'année au Québec depuis 16-17 ans, qui est toujours un moment un peu controversé à partir du moment où tu parles de classement, tu parles de un qui est meilleur que l'autre, ça fait toujours des belles ou non discussions. Et également, j'avais créé le premier temple de la renommée de la lutte au Québec il y a maintenant là, aussi 16-17 ans, donc qui sont disponibles là, à travers les différentes chroniques et blogs que je fais. On peut me rejoindre évidemment sur tous les réseaux sociaux à Pat Laprade et toujours impliqué dans d'autres projets plus intemporels, là, des documentaires, un documentaire à gauche ou un autre truc du genre à droite. Donc, bien impliqué dans ce domaine-là. Oui, puis en parlant de documentaire, j'ai cru comprendre que tu as été impliqué comme field producer pour un documentaire à HBO. Oui, le documentaire sur justement le géant ferré Andre the Giant à HBO, donc field producer sur ce beau documentaire-là qui est le documentaire le plus regardé dans l'histoire d'HBO Sports avec plus d'11 millions de personnes. Mais j'avais également fait un documentaire, j'avais également travaillé sur un documentaire sur la famille Rougeau. Qui avait été diffusé là. Un autre nom très connu au Québec d'ailleurs de la lutte. Absolument, j'ai le goût de te dire 2014-2015 dans ce coin-là. Et puis, c'est ça, tu sais, je suis souvent appelé à faire. Récemment, j'ai fait un petit truc à la première chaîne pour parler d'Édouard Carpentier à Aujourd'hui l'Histoire. Donc, je suis souvent appelé à faire des entrevues comme ça au Québec, mais également dans le Canada anglais ou aux États-Unis également, là, où je participe à plusieurs podcasts pour venir parler de l'histoire de la lutte ou d'un sujet des fois qui touche un peu plus Montréal ou le Québec, parce qu'il faut savoir que ce que Jack tantôt disait, que pour gagner sa vie, il faut être dans les grandes ligues, dans les grandes promotions de lutte. Il y a plusieurs Québécois qui nous représentent dans ces différentes organisations-là. Alors, je suis souvent appelé là, à venir en parler. Très, très impressionnant comme CV, franchement. Ouais, on peut dire vraiment là, que tu es carrément un des grands experts là, finalement de la lutte au Québec. Félicitations. En tout cas, je tiens à dire là, vraiment pour Merci. ce beau parcours-là, c'est assez impressionnant. Puis, ce que j'aime bien aussi de ton parcours, c'est que on voit vraiment la ligne directrice d'un historien qui a pris une ligne que je pense que très peu de gens vraiment là, finalement ont pris au Québec comme sujet d'études historiques, comme sujet de spécialisation. Fait que c'est vraiment tout à ton honneur là, de t'être investi comme ça pour un sport qui est méconnu de plusieurs personnes, puis qui est surtout, je pense, pas mal méconnu de beaucoup d'historiens. Fait que vraiment que tu aies fait ta marque là-dedans, là, je trouve ça vraiment super. Ben, c'est bien gentil. Avant ça, il y avait vraiment, tu sais, on avait eu 1 million de livres sur l'histoire du hockey ou sur l'histoire des Canadiens de Montréal. Ouais, c'est vrai. Même le baseball avait eu droit à son opus avec Jacques Doucet, qui est excellent d'ailleurs sur l'histoire des expos, mais il n'y avait jamais rien eu sur l'histoire de la lutte. Et Bertrand Hébert et moi, on s'était dit avant qu'il soit trop tard, avant que ces gens-là qui ont connu les belles années de la lutte au Québec décèdent. Puis c'est malheureusement ce qui est arrivé. Nous, on a sorti notre premier livre en 2013. Donc, depuis ce temps-là, on en a perdu plusieurs de ces acteurs-là. Et Ouais, il n'a jamais raconté leur vraie histoire. Tu sais, c'est le monde de la lutte, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, ça a été la loi de l'omerta en arrière de la lutte. C'est-à-dire que, les plus érudits savaient qu'il y avait une scénarisation, qu'il y avait une mise en scène en arrière. Cependant, tout le monde vendait ça comme si c'était un vrai sport. Ce qui fait que les lutteurs en entrevue, ils gardaient un peu, ce silence-là derrière les secrets de la lutte. Et là, pour la première fois, évidemment, en 2013, il n'y avait plus rien à cacher. Donc,
on s'est permis de leur poser les vraies questions, de savoir qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment les choses se déroulaient. Et je pense que ça a été très bénéfique justement pour que ces gens-là puissent partager leur histoire avant qu'il soit trop tard. Et comme je disais, là, ben, Mad Exact. Dog Vachon est décédé, Edouard Carpentier, Frenchy Martin, Justice Dubois, il y en a une trollée là, qui ont Ils sont marqué décédés les dans quelle années. période à peu près? Sont-ils tous décédés environ dans les mêmes temps ou ça a vraiment été Ben, espacé? ben non, non, dans les 10 dernières années, je te OK, ouais. dirais. Mais tu sais, c'est des gens qui ont connu, qui ont connu leur pic dans les années 60, 70. Donc, c'est sûr que quand on est 40 ans plus tard, ben, ces gens-là sont rendus dans la 70aine, des fois dans la 80aine. Tu Exact. sais, Jacques Rougeau-Père également, qui est décédé dans les 10 dernières années. Donc, c'est des gens que si on n'avait pas eu la chance de discuter, puis si on n'avait pas pu récupérer leurs histoires, ben, ils seraient malheureusement partis avec leur butin, avec leurs belles histoires et leur vision de ce qui est arrivé à une certaine époque. Et ça, c'est une autre chose. Hein? Puis tu le sais, Frank, quand tu es historien, les gens vont te raconter des choses, mais ils vont te raconter des choses comme ils s'en souviennent. Exactement. De Et leur deux perception à eux. personnes, ben oui, deux personnes n'auront pas nécessairement C'est ça. le même souvenir d'un même événement. Puis nous, notre travail, c'est de creuser plus loin puis Exact. d'aller voir, bon, OK, ben, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et c'est là des fois que, par exemple, les journaux vont être appelés à contribuer à cette recherche-là. Ouais, Parce que, tout bon, à fait. évidemment, on n'était pas là et je ne peux pas revenir en arrière là-dessus. Puis souvent, ben, La les DeLorean, on autres. l'a pas, là. Non, 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 exactement. Je ne suis pas ami avec Doc Brown, mais c'est ça. Donc, ça fait en sorte que ben, les journaux deviennent nos meilleurs amis. Souvent, les archives, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé aux archives nationales. Ah, j'en doute pas. Merci maintenant au fait qu'en ligne, il y a beaucoup de journaux qui sont disponibles et qui sont numérisés, dans lesquels on peut faire des recherches beaucoup plus facilement. Ce que je n'avais pas nécessairement il y a 12 ans, lorsque j'ai commencé à faire des recherches. Il fallait que tu sois en présentiel aux archives. Là. Il y avait Ouais. très, très peu d'archives numérisées. Donc voilà, donc c'est sûr que pour nous, c'était important qu'on fasse cette recherche-là et qu'on donne à la lutte là, le livre que ce domaine-là méritait. Oui, vraiment, absolument. Puis, comme tu dis, c'est intéressant justement le fait que tu aies pu avoir des témoignages oraux, que tu as pu consigner ça, justement avant que les gens de cette génération-là partent, puis qu'on garde une trace de ça. Puis toutes les sources, effectivement, les sources écrites, les sources vidéo dans les époques plus récentes, justement, on a la chance d'avoir ça. Moi, de mon côté, j'ai des spécialisations qui touchent plus le 19e siècle, puis vraiment les siècles passés, là où il n'y avait pas de vidéo, justement, qu'il y avait seulement des écrits, donc on perd une source quand même assez importante, justement, que le 20e Ouais. siècle au moins peut avoir. C'est ça qui est vraiment toujours bien. Et là, ce soir, justement, tu venais nous parler, si je me rappelle bien le nom de ton sujet, tu m'avais dit la rivalité des as de la lutte et la lutte Grand Prix. Est-ce que j'ai bien dit? Exactement. OK, super. Exactement, c'est 100%, 100%. Ben oui, parce que pour moi, cette rivalité-là, elle résonne beaucoup parce que ça a été probablement, bon, on dit toujours qu'au Québec, il y a eu 3 âges d'or de la lutte. Il y a eu les années de 1939 à 1960 avec Eddie Quinn, le promoteur de Boston, et Yvon Robert, qui est le plus grand lutteur de tous les temps au Québec. On a, je fast-forward un petit peu, on a dans les années 80 le troisième âge d'or qui était la venue de lutte, Oh, les Ricky Martel, les frères Rougeau. Et ben, on a celle du milieu, qui a été pour moi peut-être la plus importante, qui a été justement créée avec l'arrivée de Lutte Grand Prix, donc qui est la rivalité là, entre les As de la lutte et Lutte Grand Prix. Des rivalités dans le monde de la lutte, il y en a eu entre promotions, il y en a eu plusieurs au Mexique, AAA et CMLL. Encore aujourd'hui, se livre une lutte à tout finir. Évidemment, les amateurs de lutte des 20 dernières années vont se rappeler l'ère Attitude où il y avait justement la guerre des lundis soirs avec WCW contre WWF. Mais ce n'était pas différent. Les As de la lutte et Lutte Grand Prix, c'est une rivalité très similaire à celle-ci, dans le sens où il y a une promotion qui est déjà établie. Il y a une nouvelle qui fait son entrée. On se bat pour signer le même bassin de talent. Et qui en profite en bout de ligne? Bien, ce sont les lutteurs parce qu'ils sont capables d'aller chercher plus d'argent. Et ce sont les fans parce que ben, de
des deux côtés, on essaie d'offrir le meilleur produit possible. Et à ce moment-là, c'est souvent les fans qui vont y gagner en qualité de produit qu'on va leur offrir. Donc, ce qui arrive, c'est que Johnny Rougeau, qui est l'oncle de Jacques et de Raymond Rougeau, qu'une autre génération va connaître plus tard, ben Johnny Rougeau part sa promotion de lutte en 1966. Donc, Johnny Rougeau avait lutté à la fin des années 50, justement à l'époque de la première âge d'or. C'était le dauphin d'Yvon Robert. C'était celui qu'Yvon Robert avait choisi pour le remplacer. Très charismatique, Johnny Rougeau, beau bonhomme, plaisait aux dames, il avait un bon physique, un bon gars avec qui tout le monde s'entendait bien, qui était aussi propriétaire d'un bar, d'un cabaret, comme on disait, à l'époque, qui était le Mocambo, donc où plusieurs artistes bien connus de l'époque ont œuvré. Et puis, Johnny Rougeau devient cette vedette de la télévision-là. Et suivant le retrait de Radio-Canada en 1960 de la lutte, il y a une petite période un peu plus creuse. Et lui décide en 1966 de repartir une promotion de lutte, de repartir la lutte à la télévision, et va du côté de ce qu'on appelait à l'époque Télémétropole, ou Télémétropole, comme certains diront, qui est le Canal 10, qui est TVA, pour aller plus directement au point, donc ce qui est devenu TVA aujourd'hui, et par une émission qui s'appelle Sur le matelas. Un nom qui original comme nom. Oui, un nom qui est à propos. Donc, Sur le matelas, présenté par le nom de la compagnie était les entreprises sportives de l'Est, mais connues sous le nom des As de la lutte. Et Johnny commence cette promotion-là. Les événements sont diffusés les samedis après-midi. Au Canal 10, on fait les enregistrements en direct de l'Arena à Chicoutimi à tous les mardis. Donc, une fois par semaine, il y a de l'émission. Et les spectacles, principalement à Montréal, se font au Centre Paul Sauvé à chaque semaine les lundis. Et une fois par mois, ou environ une fois par 6 semaines, au Forum de Montréal. Plusieurs talents arrive avec les As de la lutte. Évidemment, son frère, Jacques Rougeau, père, le père de Raymond et Jacques que je parlais tantôt. Donc, il ramène son frère qui avait fait un petit peu de lutte à la fin des années 50, lui aussi, mais qui avait cessé. Donc, Jacques revient à la lutte. Et là, on amène différents talents. On amène par exemple un Abdullah the Butcher avec son gérant Eddie the Brain Creechman, qui deviendront parmi les meilleurs méchants de leur époque. Eddie Creechman, qui était tout petit, un juif qui savait se faire détester, c'était incroyable. Tout ce qu'il avait à faire, c'est parler en anglais et parler contre les Québécois, et c'était tout ce qu'il avait à faire. Tellement détesté Eddie Creechman que, Abdullah the Butcher, qui était beaucoup plus imposant, une pièce d'homme, ça arrivait que Eddie Creechman devait sortir de l'aréna, caché dans la valise d'auto d'Abdullah the Butcher, juste pour quitter l'aréna, parce que sinon, les fans ne le laissaient pas sortir. Il y avait presque des émeutes lorsque Creechman et Abdullah luttaient, ou pas luttaient, mais étaient sur le spectacle. Donc, ça fait partie des bons dans le monde de la lutte. On appelle ça un heel, donc un méchant. Ça fait partie des meilleurs heels de leur époque. On amène également un jeune Canadien anglais, ou plutôt un Franco-Ontarien, un Franco-Ontarien qu'on transforme en russe et qu'on appelle Ivan Koloff. Ivan Koloff, une création de Jacques et Johnny Rougeau. Et puis, justement, on profite de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique de l'époque. Souvent, les conflits mondiaux créaient justement ces scénarios-là de bons méchants, dans les années fin des années 40, début des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Les méchants, c'était les Japonais, c'était les Allemands. Il y a belle lurette, c'était les Turcs.
Donc, on sert beaucoup de ces rivalités mondiales-là pour dans le monde de la lutte à l'époque. Et là, les Russes sont les Soviétiques, devrais-je dire, étaient les cibles. Donc, un Red McNulty de son vrai nom devient Ivan Koloff et ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ivan Koloff et Johnny Rougeau font des recettes records. Il y avait eu des grosses rénovations au Forum de Montréal en 68. Ils battent le record d'assistance du Forum. Le Forum est en pause pendant plusieurs mois. On augmente le nombre de sièges. On refait le match revanche. On fait le match revanche plutôt. Et on bat à nouveau le record d'assistance au Forum de Montréal. Donc, ça marchait très, très fort, les As de la lutte. On voit également l'arrivée de Raymond Rougeau à cette période-là, qui est, comme je disais, le fils de Jacques, le fils que Johnny aurait voulu avoir. Johnny avait eu 2 filles. Et puis, Raymond Rougeau qui fait ses débuts à 16 ans en 1972. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. La famille Rougeau, c'est connu. Ils sont là. On a d'autres lutteurs qui s'ajoutent à ça, bien évidemment, mais ça marche très, très bien du côté de la famille Rougeau. Maintenant, parallèlement à ça, on a Yvon Robert. Bon, Yvon Robert, je le disais tantôt, qui était le meilleur lutteur que le Québec avait connu. Yvon Robert et Johnny Rougeau ne s'entendent plus. Donc, autant un avait été le protégé de l'autre, ils ne s'entendent plus justement depuis que Rougeau a commencé son organisation de lutte, parce que Johnny Rougeau, ou plutôt Yvon Robert, au décès d'Eddie Quinn, Yvon Robert avait hérité ce qu'on appelle un master tape. Donc, un master tape de plusieurs heures où, justement, de matchs qui s'étaient déroulés sur les ondes de Radio-Canada à l'époque. Donc, il y a un master tape et Johnny Rougeau lui emprunte sans vraiment lui dire. Donc, appelez ça comme vous voulez. Il lui emprunte sans lui dire et sans lui retourner et va vendre son show de lutte à Télémétropole avec ce master tape-là sans jamais impliquer Yvon Robert. Ce qu'il faut savoir, Yvon Robert, à la suite du décès d'Eddie Quinn, s'était essayé dans la promotion, avait organisé pendant 1 an et demi de temps des événements de lutte. Johnny Rougeau avait lutté pour lui. Et bon, quand Johnny Rougeau passe son organisation, il tasse Yvon Robert du projet complètement. Yvon Robert ne lui pardonnera jamais. Donc, on est 5 ans plus tard. Son fils à Yvon veut commencer à faire de la lutte et il est hors de question pour lui que son fils lutte pour Johnny Rougeau. Alors, il décide de vouloir créer une opposition à Johnny. Et pour ce faire, il va chercher tout d'abord Édouard Carpentier. Édouard Carpentier, un des meilleurs lutteurs qu'on a vu ici au Québec, le Français volant, justement un Français qui est arrivé en 1957, qui est arrivé pour 3 mois et qui est finalement resté 50 ans. Et Édouard Carpentier, qui était très acrobate, hein, c'est lui qui faisait des sauts périlleux arrière, des saltos arrière à l'époque où, bon, contrairement à aujourd'hui, personne ne faisait ça. Ça devait être assez impressionnant à regarder, par exemple. Aujourd'hui, même Jack en fait, là, donc ça a perdu de son lustre. Mais... Quel show que tu as écouté, toi, on a vu la réaction. Faire de la haute voltige. Bon, vous voyez, il est déjà bougon. Surtout vu ta shape, ça serait drôle à voir, Jack. T'essaieras ça, pratique une coupe de move. Un moonsault, Jack. Mais... Okay, moi, ça me dérange pas, mais c'est sûr que ça finit avec du sang dans les oreilles, puis moi, c'est une civière. Je dis ça, je dis rien. Donc, Édouard Carpentier, qui est commentateur pour Johnny Rougeau, il lutte à l'occasion, mais est vraiment devenu, on l'a un peu tassé du ring, et il est vraiment devenu commentateur. Et lui croit qu'il y a encore de bonnes années à donner au monde de la lutte dans l'arène. Donc, Yvon Robert va le chercher. Il va également à Minneapolis rencontrer les frères Vachon, qui luttaient pour la AWA dans le Midwest américain. Et Mad Dog Vachon avait toujours voulu s'établir ici au Québec, mais malheureusement n'a jamais été capable. Donc, il a dû s'expatrier pour faire carrière et, bon, évidemment, connaître le succès qu'il a connu. Donc, Yvon Robert va chercher principalement Mad Dog, mais Mad Dog vient avec son frère Paul. Donc, on crée avec 2 autres promoteurs et un avocat une organisation de lutte qui s'appellera Lutte Grand Prix. Lutte Grand Prix débute en 1971. Y a-t-il une raison derrière le nom? Pourquoi Lutte Grand Prix plutôt qu'un autre, ou ça a-t-il été spécifié? J'essaie de me souvenir. Je crois que l'idée derrière Lutte Grand Prix, c'était vraiment de donner l'aspect international à l'organisation. OK, ouais. Parce que
du côté des Vachons, on a beaucoup de contacts. Mad Dog Vachon est connu d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord. Les deux Vachons sont vus comme des gens hyper agréables à côtoyer, surtout après les shows aux bars et tavernes de l'époque. Deux gars qui avaient le coude un peu léger à l'époque et qui étaient des bons vivants, comme on les appelait, contrairement à Jack. Et je sais pas pourquoi tu es comme ma cible. Je te regarde avec ton air et je me dis, t'es tellement pas un bon vivant. Mais Ah, mais il se définit comme un bougon sur Twitch, de toute façon, là, ça colle sur le personnage. Oui, ben exactement. Non, mais je vais lâcher le morceau de Jack, fais-toi-en pas. Mais tout ça pour dire que, bon, les Vachons connaissent tout le monde et savent qu'ils vont aller chercher des lutteurs à l'international. On a également la filière un peu française avec Carpentier. Donc, le nom vient un peu de là. Et on commence, les As de la lutte faisaient leur show les lundis. Donc, évidemment, on ne prend pas ce soir-là pour nos shows hebdomadaires. On les prend le mardi. Et on y va du côté de l'aréna de Verdun. Pas qu'on n'aurait pas voulu s'établir à Montréal, au contraire. Cependant, à Montréal, il y a beaucoup de règlements bizarres à ce moment-là qui régissent la lutte au Québec. Entre autres, il y a un ban sur les femmes. Donc, les femmes ne sont pas... c'est pas permis pour les femmes de lutter à Montréal des années 30 jusqu'au milieu des années 80. Là. Ça a duré vraiment longtemps. Ah ouais, mon Dieu, quand même. Oui, par contre, à Verdun, sur l'île, mais qui n'est pas régi par la Commission athlétique de Montréal à l'époque, ben c'est permis. Quelqu'un me dira tout est permis à Verdun, mais ça, c'est une autre histoire. Mais à Verdun, il y a l'auditorium de Verdun qui est là. Donc, on décide de faire nos événements hebdomadaires là. Pas juste à cause des femmes, je devance un peu mes propos, mais la sœur des Vachons, Viviane Vachon, était la lutteuse par excellence au Québec à ce moment-là. Donc, ça lui permettait de lutter. C'est pour ça que Viviane Vachon ne luttera pas au forum dans ces années-là. Cependant, un autre règlement, c'est que pour la Commission athlétique de Montréal, la personne qui signe le permis de promoteur ne peut lutter à Montréal. Alors, du côté des As de la lutte, ce n'est pas Johnny Rougeau qui est le promoteur, c'est lui, clairement, qui est le décideur, mais ce n'est pas le promoteur. On donne la licence à Bob Legs Langevin, un ancien lutteur qui était bien proche de Johnny. Mais du côté des Vachons, le promoteur, du côté de Lutte Grand Prix, plutôt, le promoteur, c'est Paul Vachon. Alors, les frères Vachon ne peuvent lutter ensemble au Forum de Montréal ou sur l'île de Montréal. Alors, le fait de faire des événements à Verdun leur permet justement de pouvoir faire équipe. Et étant donné que les enregistrements télé se font justement de l'auditorium de Verdun également, bien à ce moment-là, ça leur permet de lutter à la télévision en équipe. L'auditorium de Verdun à tous les mardis. On n'a pas encore le Forum de Montréal. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme une nouvelle entreprise débute, et c'est là que j'arrive à la rivalité entre les deux, c'est que les As de la lutte sont bien positionnés. Ils sont là depuis plusieurs années. Johnny Rougeau a tous les contacts au monde et ne veut pas voir un compétiteur, ce qui est, à la limite, je peux le comprendre. Donc, il va lui mettre certains bâtons dans les roues. Lorsque Paul Vachon applique pour une licence à la commission athlétique, donc ça prenait un permis. Quand je dis licence, c'est un permis, c'est un vieux terme. Donc, lorsqu'il veut son permis de promoteur à la commission athlétique, on lui dit, écoute, si tu n'as pas de date au forum, on ne peut pas te donner un permis. Il s'en va au forum. Le forum lui dit, si tu n'as pas de permis, on ne peut pas te donner de date. À un moment donné, c'est comme, oui, c'est ça. Okay. À un moment donné, tu fais comme, OK, mais là, je suis comme un peu pris. T'es bloqué des deux côtés, là. Exactement. Donc, Paul Vachon, débrouillard, décide d'aller voir Jean Béliveau. Jean Béliveau, l'ancien joueur, l'ancien capitaine du Canadien, qui travaille au 2e étage depuis justement 1971. Il vient de prendre sa retraite. Les Vachons avaient côtoyé toute l'équipe du Canadien sur un vol quelques années auparavant et étaient restés amis avec plusieurs joueurs. Donc, Paul va voir Jean Béliveau et lui demande de faire quelque chose. Et en 2 temps, 3 mouvements, on lui donne des dates au forum. Donc, il prend ça, s'en va à la commission athlétique et finalement obtient son permis et avait réussi à déjouer Johnny Rougeau. Parallèlement, on commence à faire les shows hebdomadaires
à l'Auditorium de Verdun. Et au tout premier show, le 1er juin, oui, 1971, ben, on a une hyper attraction, le Géant Ferry. Le Géant Ferry qui fait son tout premier match, pas juste à Montréal, mais en Amérique du Nord. Lui qui a connu une carrière assez exceptionnelle dans le monde de la lutte des années plus tard avec la WWF, ben, il fait ses débuts en Amérique du Nord à ce moment-là. Et il portait bien son surnom en plus. Géant Ferré, j'ai vu 7 pieds 4 qui mesurait. Ça, c'était ce que la lutte te disait, ce que la lutte voulait ouais. que tu crois. Le Géant Ferré, à son maximum, faisait 7 pieds. OK. Mais quand 7 même. pieds 4, 7 pieds 4, ça faisait en sorte qu'il devenait le plus grand athlète en Amérique du Nord. Le plus grand athlète avant ça, c'était un basketballeur du nom de Lou Alcindor qui deviendra Kareem Abdul-Jabbar. Il avait changé de nom, un peu comme Mohamed Ali avait changé de nom aussi à l'époque. Et c'était lui le plus grand athlète à 7 pieds 2. Alors, à 7 pieds 4, j'avais demandé à Paul Vachon. C'était pour le dépasser juste d'un petit peu, finalement. Exactement. Paul Vachon m'avait dit 7 pieds 6, ça aurait été juste trop. Avec trop 7 pieds 4, 7 pieds 4, ça avait encore du sens. Et il y a plein de mythes autour du Géant Ferré. Là. On dit qu'il vient de Grenoble, des Alpes françaises, parce que Grenoble étant la plus grande ville au pied des Alpes. C'était pas vrai, ça non plus. Mais quelques années avant, on avait eu les Jeux olympiques qui s'étaient déroulés en France. Et Grenoble était une ville qui, justement, parlait aux Québécois de l'époque. Donc, on cherchait, en fait, une façon de pouvoir lui donner ce qu'on appelle en anglais un backstory, de lui donner une histoire là, juste avant pour qu'il soit mieux présenté à la foule ici au Québec. Et évidemment, le Géant devient une attraction hyper populaire instantanément. Et avec les contacts, on va chercher des lutteurs du Midwest américain, on va chercher des lutteurs au Japon, on va chercher des lutteurs d'un peu partout, ce qui fait qu'on finit par créer une excellente opposition. Et là, qui dit opposition, à un moment donné, ben, tu dis, OK, ben là, ça nous prend du talent local également. Donc, le premier move d'importance, c'est qu'on va chercher les frères Leduc. Joe et Paul Leduc, qui luttaient pour Johnny Rougeau depuis plusieurs années maintenant, qui était une des bonnes équipes qu'on retrouvait au Québec à l'époque. Donc, on va les chercher et on leur donne un salaire. Johnny Rougeau, c'est un peu drôle, mais Johnny Rougeau était reconnu. Les promoteurs ou les lutteurs de l'époque disaient qu'il payait dans le noir. Il payait à la noirceur. Dans le sens que tu ne savais pas combien de payer en bout de ligne. Puis ça, je vois vos faces, peut-être que je ne suis pas clair dans mon expression. Dans le monde de la lutte, habituellement, on se comprend quand on dit ça. Quand on dit payer dans le noir, ça voulait dire que le promoteur pouvait t'en donner un peu moins. Puis tu ne savais pas vraiment ce qu'il te donnait. Donc, Johnny Rougeau a un petit peu cette réputation-là, c'est-à-dire de ne pas nécessairement payer à sa juste valeur ses lutteurs. Parce que, bon, à l'époque, on paye basé sur l'assistance, un pourcentage des recettes de la soirée, ce qui fait que des fois, ben, les lutteurs croyaient qu'ils en méritaient davantage. Donc là, on leur offre un pont d'or avec le Grand Prix. Évidemment, il y a des lutteurs qui vont décider de changer de compagnie de cette façon-là. On va chercher également Dino Bravo. On va aller chercher un meilleur salaire, finalement. Ben oui, absolument. Absolument. On va chercher également un jeune Dino Bravo. Et quelques mois plus tard, Gino Brito, qui était son partenaire avec les Arts de lutte et qui était comme un deuxième père pour lui, ben, s'en va du côté de lutte Grand Prix également. Donc, il y a un genre de switch qui se fait. Les fans de lutte qui étaient habitués de voir certains lutteurs avec les Arts de la lutte, ben là, s'ils veulent continuer à suivre, ces lutteurs-là doivent aller du côté de lutte Grand Prix. Ce qui fait qu'il y a une belle rivalité. Et on commence à voir la télévision également du côté de lutte Grand Prix. Je disais que les Arts de la lutte, c'était le samedi après-midi. Le Grand Prix va chercher la case horaire des dimanches matins. 10h, 11h le matin, ça a un petit peu varié à travers les années. Mais visiblement, dans ce coin-là, à Télé7 Sherbrooke, qu'on diffuse ici à Montréal et à CFCF 12 également. Donc, ce qui fait en sorte qu'on se positionne. Là. On est capable d'avoir des dates au forum, on a un show de lutte hebdomadaire et on a un show de lutte hebdomadaire en français et en anglais à la télévision. Pour Paul Vachon, c'est les 3 clés du succès ici à Montréal. Et rapidement, le Grand Prix fait sa place et rapidement devient la promotion numéro 1 au Québec. Avant ça, par contre, Johnny Rougeau, c'est pas comme s'il avait laissé les choses aller, évidemment. Et
en juillet 72, les As de la lutte produisent un événement au Stade Jarry, ce qui n'avait jamais eu lieu encore. Et on mise beaucoup sur la famille Rougeau. C'est-à-dire que les 3 finales, c'est Raymond Rougeau contre Don Serrano pour le championnat junior. On a Jacques Rougeau contre le Sheik et on a Johnny Rougeau contre Abdullah the Butcher. L'événement attire plus de 26 000 personnes. C'est la plus grosse assistance de l'histoire. À ce moment-là, la plus grosse, 72, juillet 72. Donc, c'est la plus grosse assistance de lutte de l'histoire du Québec à ce moment-là. Wow. Ensuite, parallèlement à ça, Grand Prix continue à faire son chemin et surtout à l'extérieur de Montréal. La rivalité entre les Leduc et les Vachon devient la plus grosse rivalité de l'histoire de la lutte. Ces 2 équipes de frères, là, bon, évidemment, les Leduc n'étaient pas des vrais frères, on le saura plus tard, les Vachon l'étaient, mais ils ont une chimie dans l'arène, ils ont une chimie dans la façon de vendre leur combat à la foule, de faire leurs entrevues pour attirer des gens. Et à Québec particulièrement, c'est très, très fort, les Leduc contre les Vachon. Le record d'assistance au Colisée de Québec de 17 008 personnes. En fait, il y a plus de monde que le service d'incendie permettait. Donc, dans les journaux, on annonce 16 000. En réalité, il y en avait 17 008. Le Jean Ferré ajouté à tout ça qui va très, très bien. Et à Québec, c'était les Leduc et les Vachon. Et dans que les Vachon ne pouvaient pas lutter en équipe au Forum, on mise sur le Jean Ferré et sur Édouard Carpentier à Montréal. Le Jean Ferré lutte contre Don Léo Jonathan, qui devient son adversaire fétiche ici au Québec. On appelle ça le match, le combat du siècle. Donc, il y a eu 3 combats, dont le combat du siècle, qui ont attiré des records d'assistance au Forum de Montréal à l'époque. Donc, Vachon-Leduc à Québec et en région. On a le Jean Ferré Carpentier Jonathan à Montréal au Forum. Et là, on commence à dominer vraiment le territoire au point que les As de la lutte ne vont même pas au Colisée de Québec. Utilisent l'aréna un peu plus petite qui est juste à côté. Le Forum de Montréal, autant les As de la lutte l'utilisaient à chaque mois, ne l'utilisent plus, ou presque plus, une fois ou 2 ou 3 mois seulement, tandis que le Grand Prix continue régulièrement à chaque mois. Les codes d'écoute, de ce que je lis, évidemment, c'est un peu moins officiel qu'aujourd'hui, mais les 2 shows attiraient pas loin d'1 million de téléspectateurs à chaque semaine. À l'époque, il n'y a pas 8 millions de Québécois, là, mais en même temps, il y a une moins grande offre de divertissement et il y a peut-être 6 postes de télévision. Mais quand même. Mais quand même, ça reste important vraiment pour l'époque. Ben oui. Donc, vraiment, le Grand Prix devient la promotion. Et là, on décide de donner le grand coup, c'est-à-dire que de concurrencer les As de la lutte sur leur propre territoire. Et presque jour pour jour, en juillet 73, le Grand Prix organise à son tour un événement au Stade Jarry. La finale devait être Mad Dog Vachon contre Joe Leduc. Cependant, quelques mois avant, les Leduc, surtout Paul Leduc, avait le don d'aller dans le sensationnalisme. Les Leduc retournent chez les Rougeau. Hein? Ça arrive dans des rivalités comme ça. Là, on avait été au plus offrant avec le Grand Prix. Et là, on s'était fait dire certaines choses. On dit, ouais, là, on n'est pas sûr de ce qui se passe. On va retourner avec les As de la lutte. Donc, retourne avec les As de la lutte. Ce qui brouille un peu les plans de faire Mad Dog Vachon contre Joe Leduc en finale au Stade Jarry. Cependant, on va chercher le plus grand méchant de l'histoire du territoire, qui est Vladek Killer Kowalski. Killer Kowalski, dans les années 50, avait eu un combat mémorable où, face à Yukon Eric, il fait sa descente du coude du 2e câble, sa descente du genou plutôt du 2e câble. Et Yukon Eric bouge un peu. Et Yukon Eric avait des oreilles en chou-fleur. Et dans le positionnement, la façon que Kowalski arrive, et vu qu'Eric avait bougé un petit peu sur le tapis, Kowalski arrive sur l'oreille en chou-fleur de Yukon Eric, et l'oreille se détache de la tête, carrément. C'était pas, évidemment, c'est un accident, c'était pas ça le but. L'arbitre voit quelque chose dans l'arène et pense que c'est un
un détritus que les gens ont, que quelqu'un a lancé dans le ring, ramasse l'oreille, la met dans ses poches. Oh Avant non. de réaliser que c'était l'oreille de Yukon Eric. Il y a d'ailleurs une photo dans notre livre où on voit l'arbitre Sami Mac avec l'oreille dans le milieu de sa main. Et puis, suite à ça, on donne le surnom de Killer à Wladek Kowalski. Et il devient évidemment quelques mois après, c'est les débuts de la télévision, c'est les débuts de la lutte à la télévision et Kowalski devient une méga vedette. Et il avait quitté le territoire et on le ramène pour affronter Mad Dog Vachon. Et Mad Dog Vachon, à ce moment-là, c'est un méchant lui aussi. Et là, on se dit, ben là, un méchant contre un méchant, ça ne pourra pas fonctionner. Et Paul Vachon dit à son frère, non, tu ne comprends pas. Toi, tu t'appelles Maurice Vachon, pas Wladek Kowalski. Tu vas être leur méchant à eux. Et c'est exactement ce qui arrive. La foule prend pour le francophone québécois des deux. Et devant 29 000, un petit peu plus que 29 000 personnes, donc battre le record des As de la lutte. Mad Dog Vachon bat Kowalski en grande finale. Et à ce jour, c'est la plus grande assistance de lutte. Évidemment, il n'y a jamais eu de show de lutte au Stade olympique, ce qui est à peu près le seul endroit où on aurait pu battre cette assistance-là. Ça a été, par contre, le début de la fin de le Grand Prix. C'est Stolé Leduc avait un petit peu entrevu. Ça a été le début de la fin. Beaucoup de discorde à l'interne. Il y a des clans qui se forment. Les Vachons d'un côté, Édouard Carpentier avec Yvon Robert Junior de l'autre, parce que, bon, Yvon Robert, père, est décédé dans les premières semaines du début de la compagnie. C'est son fils qui prendra ses parts. Et des chicanes internes au point que si à un moment donné, le groupe, mettons, je ne sais pas moi, Carpentier avec Yvon Robert sont à Sherbrooke et n'attirent pas à Sherbrooke, genre Mad Dog Vachon était content. Là, yes sir, on a fait une meilleure foule qu'eux autres la dernière fois. Ouais, c'est votre même argent, là. C'est votre compagnie à vous autres aussi, les gars. Mais c'est à ce point-là qu'il y a une rivalité à l'interne. Les Vachons vont quitter avant la fin de 73 et ce sera la fin un peu de Lutte Grand Prix tel qu'on l'aura connu. 74 arrive, on fait des shows conjoints. Donc, Lutte Grand Prix contre les As de la lutte, ce qui attire quand même un peu, mais les As de la lutte finiront par regagner le territoire jusqu'en 76. Donc, ça a été une courte rivalité, mais très, très, très intense. Et ce qui est encore drôle, c'est que 40 ans, 50 ans plus tard, tu parles à Raymond Rougeau. Et Raymond Rougeau va te dire, le Grand Prix, tu sais, c'était un flash in the pan, tu sais, ça n'a pas duré, tu sais, ça a été gros, mais ça n'a pas duré longtemps. Quand tu parles à Paul Vachon va te dire, ben voyons, on était la promotion numéro 1 au Québec pendant ce temps-là. Les deux ont un peu raison. Ça a été la promotion numéro 1 au Québec pendant un court laps de temps, pendant peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum. Mais ça a créé un âge d'or de la lutte qui a été formidable et que les fans se souviennent encore énormément aujourd'hui. Très, très belle chronique. C'était vraiment intéressant. Puis honnêtement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais pour moi, qui est vraiment pas très connaisseur de lutte, honnêtement, je buvais tes paroles, là, littéralement, depuis tantôt. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir l'évolution, là, justement, de l'opposition entre deux ligues de lutte comme ça au Québec, dont j'avais aucune idée parce que, comme néophyte, évidemment, j'avais entendu parler de Mad Dog Vachon, j'avais entendu parler de Géant Ferré, les grands noms qui ont traversé l'histoire, évidemment, je les avais connus, surtout comme historien, évidemment, je n'avais pas le choix à un moment donné de tomber sur eux. Mais vraiment, de voir cet affrontement-là, là, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Avant qu'on passe à la prochaine chronique, je pense qu'on va entrecouper probablement chacune de nos chroniques avec une petite période de questions. Fait que dans le chat, si vous avez des questions pour Pat, allez-y. Allez-y allègrement, on va vous rattraper. Je vois qu'il y a des gens qui se posent entre eux autres des questions. J'ai envoyé une ici, qu'il y a eu une chicane entre les frères Rougeau pour que Jacques fasse les Québécois. En fait, un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que c'est pas ça qui a mené aux Québécois, mais tout simplement Raymond qui avait pris sa retraite à la fin 89. Qui était devenu par la suite commentateur et intervieweur. Et puis, Jacques Rougeau, il avait continué dans un premier temps pour devenir le Monty. Donc,
ce policier de la GRC, qu'on a refusé de faire. En fait, c'est un personnage, c'est un peu drôle, ça, parce que, bon, il faisait carrément, il était habillé comme un Monty, là, bon, Une police montée. une police montée, le côte rouge avec le chapeau et tout. Et il y avait un bâton teaser, là. Il y avait un teaser, bon, c'était un méchant, évidemment. Wow. Donc, arrive au... Ben, pas un vrai teaser, Frank. Non, c'est ça. C'était un élément de décor. Mais quand même, l'image est forte pareil. L'image est là. Et lorsqu'il lutte au Canada, à un moment donné, la GRC ne trippe pas de voir un personnage à son effigie et interdit Jacques Rougeau de faire le personnage du Monty au Canada. Donc, il pouvait juste le faire aux États-Unis. Ça a duré peut-être 2 ans. Jacques Rougeau, par la suite, a arrêté. Et là, ensuite, c'est avec Pierre-Carl Ouellette qu'il rencontre à Porto Rico, qu'il revient à la WWF en équipe sous le nom des Québécois. On avait pensé faire l'équipe des Monties, mais on s'est rappelé ce que ça avait donné la dernière fois. Donc, on s'appelle les Québécois. Et ça a été là, de 93 à fin 94, là, 1 an et demi à peu près, où les deux feront équipe. Je ne sais pas si tu veux que je réponde à d'autres questions ou si tu veux y aller. Oui, vas-y. Oui, ben, il y a 2 autres questions en fait pour toi. Là. Il y a Yann Ladou qui demande. Yann Ladou, qui est un lutteur d'ailleurs que tu as probablement. Ben, il a l'air de t'avoir rencontré, du moins. Yann Ladou, ben oui, je connais Yann, évidemment. Oui, hein, c'est ça, ben oui, c'est ce que je me disais. Il te demande en fait, le premier Screwjob, est-il arrivé dans ces moments-là ou bien avant? OK. Le je sais pas ce que c'est un Screwjob, mais. Oui, OK. Bon, un Screwjob, dans le fond, c'est lorsqu'on va à l'encontre du scénario. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est prévu et soit le lutteur ou quelqu'un qui fait faire au lutteur quelque chose à l'encontre de ce qui était prévu, j'appelle toujours ça le contrat moral entre les 2 lutteurs. Donc, admettons, j'affronte Jack et bon, Jack est censé me battre. Ça, c'est le scénario qu'on s'est tous les 2 entendus, que le promoteur nous a donné. Sauf que durant le match, je décide d'appliquer une prise de soumission pour vrai, là, une vraie prise de soumission en disant à Jack, regarde, si tu t'abandonnes pas, je te le casse pour vrai le bras. Une prise qu'on appellerait aujourd'hui d'arts martiaux mix, hein? Une prise qu'on voit dans les arts martiaux mix. C'est pas plus un shoot, ça? C'est un shoot. Ça, c'est un shoot. Non, attends une minute, il ne faut pas se mélanger. Des shooters, à l'époque, c'était des gens qui étaient capables justement de se battre pour vrai, qui étaient capables de résister à ces attaques-là ou qui étaient capables d'en faire eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils allaient dans le fond pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se défendaient ou ils attaquaient leur adversaire, soit pour gagner un titre, soit pour avoir une victoire. Il y avait toujours une intention, il y avait toujours un but en arrière de ça. Faire un shoot, c'est aller pour vrai. C'est-à-dire, faire un shoot, c'est pas nécessairement juste à ce niveau-là. Faire un shoot peut prendre plusieurs shooter dans l'arène. Oui, ça veut dire à un moment donné se battre pour vrai, mais le Screwjob, ce qu'il y a de plus, c'est que ça vient changer le scénario. C'est que je peux shooter dans un match avec toi sans que le scénario final change. Tu vas me battre à la fin quand même. Mais dans le match, je vais avoir été stiff avec toi, je vais avoir shooté avec toi durant le match. Donc, le Screwjob, c'est que, bon, à quelque part, la personne va aller à l'encontre du scénario et souvent, ça va être le promoteur qui va être celui qui va avoir son pion dans l'arène et qui va aller de l'avant avec ça, comme c'est le cas en 1997 à Montréal. Mais comme c'est également le cas, et je ne sais pas si c'est ça qu'Yann fait référence, mais il y a eu un premier Screwjob en 1931. Donc, le premier Screwjob est arrivé à Montréal, à l'Arena Mont-Royal, en 1931, où justement, le promoteur est impliqué et on avait fait croire qu'un des 2 lutteurs avait... En fait, un des 2 lutteurs s'était mordu le bras. À ce moment-là, il y avait comme des pauses à quelque part dans le combat. On était retourné au vestiaire. Il y avait des chutes. C'était 2 chutes dans 3. C'était un 2 de 3. Donc, après la deuxième chute, on retourne en arrière, on revient, et là, il y a un des 2 lutteurs qui s'était mordu le bras, qui avait caché son bras. Et là, à un moment donné,
a une prise de tête dont son bras est proche de la bouche de son adversaire et là, lâche la prise en disant son adversaire l'a mordu, quand dans le fond, c'était lui-même qui s'était mordu quelques instants plus tôt. Et l'arbitre n'y voit que du feu. L'arbitre n'était pas obligé d'être au courant, il n'y voit que du feu. Et c'était le promoteur qui avait organisé le tout. En 97, c'est Vince McMahon dans un combat entre Bret Hart et Shawn Michaels, où les deux s'étaient entendus sur un scénario. Et là, finalement, Vince McMahon avait changé le scénario sans que Bret Hart soit au courant. À ce moment-là, Shawn Michaels a gagné le combat, ce que Bret ne s'attendait pas du tout. Donc, Bret s'était fait screwer, s'était fait avoir, si tu veux. Tu sais, dans le fond, Jack, je repense à ce que tu m'as dit. Un shoot pouvait mener à un screw job. C'était ça un peu ce que je voulais. Je ne suis pas sûr que je m'étais exprimé comme il faut, mais le shoot pouvait amener justement à un screw job, mais c'est ce qui arrive là en 97. Donc, voilà un petit peu l'historique des deux principaux screw jobs qu'il y a eu à Montréal. Vraiment, vraiment intéressant. Écoute, il y a d'autres questions dans le chat. Moi, j'ai noté plusieurs questions là, pendant que tu parlais. Là. Il y a plusieurs éléments qui m'étaient popés en tête. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Ensuite, pour l'enchaînement des chroniques, j'irai probablement de mon côté avec ma petite chronique où on retournerait bien loin dans le passé. Pour ensuite arriver avec toi, Jack. Toi, tu voulais nous parler un peu plus de l'évolution, là, justement, des différents moves actuellement dans la lutte versus comment ça se faisait dans le temps et tout. Donc, je pense que ça va faire une belle tradition de partir. Moi, je vais parler un peu plus de l'Antiquité grecque vers toi qui va nous parler un peu plus de, maintenant, comment que c'est actuellement, finalement, les moves dans la lutte. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Écoute, c'est toi le boss? All right. Fait que, de mon côté, je trouvais ça intéressant, là, justement, de revenir un peu à l'origine très, très, très lointaine, justement, de la lutte, qui est un pan que je connais un petit peu plus. Particulièrement, moi, c'est sûr que je m'y connais plus au niveau de la Glima, qui est comme une variante nordique scandinave de la lutte, parce que je suis membre d'une troupe de reconstitution viking depuis à peu près 7-8 ans. Puis, à ce moment-là, justement, il y a des gens dans les différentes troupes vikings qui pratiquent un peu la Glima, là, justement, en événements, puis dans les entraînements. Mais ça, on remonte vraiment plus loin, justement, dans les Grecs de l'Antiquité. C'est intéressant parce que par rapport à ce que Pat vient de dire, puis par rapport à ce que probablement Jack va évoquer aussi dans sa chronique, vous allez voir, là, il y a moyen de faire des liens quand même pas mal intéressants. Je sais qu'on a skippé certaines questions dans le chat aussi, peut-être les garder si jamais ça remonte trop loin dans le chat avec les gens qui vont parler et tout. Vous les reposerez un peu plus tard là, pendant le podcast, il n'y a pas de problème. Fait que de leur côté, les Grecs, ils voyaient vraiment la pratique du sport, notamment celle-là du combat, comme étant liée à l'éducation d'un citoyen. Sport, éducation militaire, éducation intellectuelle vraiment formaient le citoyen des cités-États grecs. Souvent, on pense que les Grecs, ils se gouvernaient vraiment comme une espèce de gouvernement uni. Il y avait comme un roi de la Grèce qui régnait sur vraiment toutes les cités-États. Mais pas du tout. En réalité, la Grèce était hyper morcelée. Chaque cité se gérait là, finalement elle-même, avec un peu son propre système de gouvernement. Et finalement, dans l'éducation du citoyen, il y avait justement la pratique du sport. Le but, c'était de modeler le corps là, justement du citoyen, de le préparer à la guerre, parce qu'il y avait aussi un peu toute la notion du citoyen-soldat. Donc, on était autant citoyen, on faisait partie de la cité, on participait justement aux affaires publiques, mais il y avait aussi toute la notion de responsabilité, d'aller se battre pour la cité, donc de participer aux activités militaires. Et pour ce faire, il fallait parfaire autant le corps que l'esprit. Donc, on avait un peu cette mentalité-là, finalement, à l'Antiquité grecque. Donc, c'était fait pour préparer à la guerre, autant le sport que, notamment, justement, la lutte elle-même, qui faisait partie des sports qu'ils pratiquaient, qui formaient le soldat citoyen. Était mise de l'avant, un peu comme la lutte d'aujourd'hui, vraiment beaucoup mise de l'avant par le jeu et la compétition. La seule différence à l'époque, c'est que, il y en a d'autres évidemment des différences, là, mais dans le fondement, la différence fondamentale qu'il y avait à l'époque qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'il y avait une connotation religieuse. On avait par exemple les jeux panhelléniques des sanctuaires religieux d'Olympie, de Némée, de l'Isthme ou encore de Delphes. Delphes qui était très célèbre d'ailleurs pour ses oracles prophétiques, qui communiquaient avec les dieux de l'Olympe et qui étaient capables de savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Donc, c'était un peu aussi une glorification donc, des dieux, des déesses, des héros mythologiques. Puis en même temps, ça participait à la formation du soldat citoyen. Donc, on glorifiait beaucoup là, justement les athlètes qui gagnaient les jeux.
Et en même temps, ben, il y a un fameux dicton romain qui dit du pain et des jeux pour rassembler les gens dans la société. Les Romains, comme pas mal tout le reste, ils n'ont pas emprunté ça de nulle part, évidemment. Ils ont pris ça un peu aussi chez les Grecs. Ou de leur côté, avec les jeux, justement, notamment les jeux de lutte, ben, c'était le but, c'était de rassembler la société sous une culture commune qui était liée au sport, qui était fait pour honorer les dieux, qui était fait pour honorer les hauts faits d'armes et tout ça. Donc, tout ça, finalement, était vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Fait intéressant, les Grecs sont liés à l'origine de la pratique de la gymnastique, qui viendrait de gymnos, qui signifie nu. Parce que oui, souvent, les sports de l'Antiquité grecque se pratiquaient complètement nus. Comme on voit là, finalement, sur plusieurs statues, plusieurs représentations. Les exercices physiques, ça s'appelait gymnasia, qui était pratiqué au sein du gymnasion, le gymnase. Donc, même les termes qu'on utilise encore aujourd'hui, gymnase, gymnasium et tout, ça provenait là, justement de l'Antiquité gréco-romaine, qui étaient vraiment les lieux emblématiques. Puis la lutte, fait intéressant aussi, elle est mise de l'avant pas mal dans la mythologie. On a par exemple le récit de Ulysse, le roi de Ithaque, qui est déguisé puis aidé par la déesse Athéna, qui est capable, dans l'Odyssée d'Homère, de traverser 12 haches avec une seule flèche et la bénédiction de Zeus. Donc, il tire une flèche, il traverse 12 haches carrément avec une seule flèche, et tout ça aidé finalement par la bénédiction divine. Donc, un peu une glorification du fait d'armes, du fait militaire, du fait martial, donc qui est un peu derrière ça. Et il est capable, évidemment, de massacrer tous les prétendants de sa femme lorsqu'il revient à Ithaque, justement après avoir été absent pendant 10 ans après la guerre de Troie. Achille, grand héros des Grecs et de l'Iliade, il est aussi formé par le centaure Chiron et Phénix dans les disciplines intellectuelles et sportives, dont la lutte. Puis également, ben, une des plus connues qu'on voit, entre autres, parodiées dans les 12 travaux d'Astérix, les 12 travaux d'Héraclès ou Hercule en version romaine. Donc, Hercule, là, justement, qui est un peu une espèce d'icône, une espèce de symbole au niveau du citoyen grec, là, finalement, qui est formé beaucoup, notamment, là, justement, par la pratique du sport, par la pratique du combat martial. Donc, c'est un peu, finalement, de manière générale, les grandes influences qu'on avait dans les sociétés de la Grèce antique. Et ben, il y avait 3 types de lutte. Au final, à l'époque, là, on pratiquait vraiment 3 types de lutte. Il y avait la lutte à proprement parler, qui était des épreuves de lutte qui se déroulaient dans un espace non délimité, sans distinction entre les catégories de poids. Les lutteurs étaient donc le plus souvent très massifs, parce que vraiment, plus t'es grand, plus t'es lourd, plus ça va t'aider à gagner le combat. Si les poids lourds semblaient avantagés, ben, le fait des plus légers conférait aussi à l'adversaire souplesse et rapidité de réaction. Donc oui, être grand et gros, ça pouvait aider, mais en même temps, être plus petit, plus rapide, avoir plus de technique, ça pouvait aussi jouer à l'avantage de l'adversaire. Comme Ça a dans toujours été, c'est toujours resté ça, Frank, en passant. C'est toujours resté, hein? Grand et gros va toujours avoir l'avantage dans le monde de la lutte, un avantage psychologique, on dirait, mais Là, c'est intimidant, oui. des gens qui avaient aucune formation en lutte, mais s'ils étaient grands et gros, on leur faisait faire de la lutte. Puis ça, c'était encore vrai au début du 20e siècle. Il était qualifié, il y avait la base. Mhm. Puis, comme justement, comme dans la lutte contemporaine, ben, un athlète devait renverser son adversaire sur le sol. Hanches, épaules, fesses ou dos devaient nettement toucher le sol lorsqu'il tombait. Et pour gagner le match, ben, il fallait faire tomber son adversaire 3 fois. On avait le droit même de casser les doigts apparemment de son concurrent aussi là, pour aider justement à la chute. Donc ça, c'est un petit élément particulier qu'il y avait à l'époque qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais Pourquoi pas? pourquoi pas, On c'est prend ça, ça en rendu là. note, écoute, rendu là. Inspirons-nous du passé. On avait un. Puis ça, encore là, c'était même pas le plus violent. Ça, c'était vraiment la lutte vraiment très conventionnelle. C'est vraiment, je vous dirais, c'est le 3 des types de lutte qui a le plus de lien avec aujourd'hui. Après ça, on avait le pugilat et le pancrace, que vous avez peut-être entendu parler. Le pugilat, de son côté, les coups ne devaient se donner qu'à la tête et il fallait maintenir sa garde. Sinon, tu mangeais une pas pire volée, comme on dit aujourd'hui. Les archives, apparemment, c'est un athlète qui est capable de maintenir sa garde 2 jours de temps, a contraint son adversaire à l'abandon parce qu'il n'était jamais capable de se faire tomber sa garde. Ça, encore une fois, c'est un récit qu'on a retrouvé dans les archives. Est-ce que c'était vrai? Probablement qu'il y a beaucoup d'exagération. Mais on peut se douter à tout le moins là, que probablement que le gars qui maintenait sa garde supposément 2 jours, hein, il devait avoir quand même une certaine endurance, même si probablement qu'il ne l'a pas réellement fait 2 jours. Il y a toujours un peu d'amplification. Il n'était pas rare que le combat se termine par la mort de l'un des adversaires. Parce qu'évidemment, si on vise que la tête, à un moment donné, si le coup est trop violent, il y en a un qui peut partir un peu croche. Donc voilà, ça pouvait arriver quand même fréquemment. Donc ça, c'était pas mal le plus violent des 3, je dirais. Quoi qu'encore là, le pancrace, il donne pas son reste non plus. Le mot pancrace, ça vient de pan, qui est tout, et de kratos, qui signifie force.
D'ailleurs, vu qu'on est sur Twitch, hein, petit plug pour les jeux vidéo, Kratos, je pense que ça vous dit quelque chose, hein, un certain personnage de jeu vidéo, God of War. Donc, Kratos est réellement un mot grec qui signifie force en grec ancien. Puis, connaissant le personnage, ben, on se doute que finalement, le lien est, le lien est là. Donc, finalement, Pancras, c'est un mot qui signifie, si on allie les deux, tout est permis en force. À ce moment-là, ça donne un peu le ton, justement, du style. Un sport assez exigeant qui avait des règles d'ailleurs assez brutales. Tous les coups, sauf mordre ou crever les yeux de son adversaire, étaient permis pour rafler la victoire. Donc, tu ne peux pas mordre, tu ne peux pas crever les yeux, mais tu peux faire tout le reste. Pas de problème. Si tu me permets une parenthèse, Oui, Frank, il y avait un lutteur professionnel qui a aussi fait des arts martiaux mixtes, Ken OK. Shamrock, qui a justement œuvré dans une promotion d'arts martiaux mixtes qui s'appelait Pancras, qui s'appelait ça en l'honneur de ce que tu viens d'expliquer. Parce que ce que tu expliques là, c'est aussi beaucoup. C'est la même histoire que les arts martiaux mixtes. En fait, ça Ouais. ressemble beaucoup plus à des arts martiaux mixtes parce que c'était des vrais combats qui avaient comme but de faire abandonner ou même, bon, dans certains cas, tuer son adversaire. Tandis que la lutte, ben, il y avait un scénario qui était Ouais. en arrière, mais les deux ont une histoire très parallèle. OK, oui, c'est ça, comme tu dis, qui est très parallèle, puis de laquelle on peut faire des liens, effectivement. Ils n'ont pas évolué tout à fait en même temps, puis évidemment, c'est pas le même sport, mais comme tu dis, Ben non. il y a des liens évidents qui se font, effectivement. Donc, le corps. Ah oui, ça, c'est la chose intéressante. Donc, là, très violent, effectivement, le pancras, comme on vient de dire là. Mais par rapport à nos mœurs d'aujourd'hui, la façon que les combattants pratiquaient ce sport-là, ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Donc, le corps, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, était entièrement nu. Et il était saupoudré de sable très fin. Donc, il était tout nu, couvert de sable très fin. Les cheveux longs ramenés en arrière et attachés en chignon. Les pancratistes descendaient dans l'arène, les bras en position haute et dirigés vers l'avant pour garantir sa tête et son visage. La terre fraîchement remuée était aspergée d'eau, et les pancratistes devaient combattre jusqu'à épuisement total. Seul le coucher du soleil ou l'abandon de l'un des deux lutteurs mettait fin à l'assaut, donc il n'y avait aucune limite de temps, sauf l'abandon ou le coucher du soleil. C'était pas mal la seule limite de temps finalement. Donc vraiment, autre époque, autre mœurs, hein, comme on dit. Donc voilà, c'est ce qui mettrait fin pas mal au principal de ma chronique. Mais comme conclusion, T'espérais commencer ton combat à la fin de la journée, dans le fond. ouais, c'est Comme ça. ça, tu te disais, ben, il y a moins. Le coucher du soleil va arriver plus rapidement, il y a moins de chances que je me fasse battre. Exactement, exactement. Je ne sais pas quelle était la tradition, à quel moment de la journée il commençait ce combat-là. Mais effectivement, si ça commençait à la fin de la journée, disons que clairement, tu devais être plus avantagé. T'espérais en tout cas que ça dure un petit peu moins longtemps. Puis là, ben, les liens qu'on peut faire avec la lutte contemporaine, évidemment, dans les trois types de lutte que je viens de nommer, c'est beaucoup plus avec la lutte à proprement parler. Je sais plus c'est quoi le terme qu'ils prenaient à l'époque de la Grèce antique. C'était probablement pas le même nom, évidemment. Mais vraiment, l'essence de ce sport-là est restée là. Puis ce que je trouve intéressant à voir comme lien aussi, c'est que dans l'Antiquité grecque, on avait la glorification du soldat citoyen, qu'on formait autant par l'esprit que par le corps. Puis en même temps, déjà, il y avait la tradition à l'époque de faire des jeux, de mettre de l'avant des athlètes, de les faire gagner des compétitions, de les mettre de l'avant, de les saluer, de les féliciter, puis vraiment là, de faire l'effet là, de les mettre en avant, là, finalement, de les mettre sur le spotlight, comme on dit. Euh, Ce qui a changé, c'est évidemment toute la connotation religieuse, d'honorer les dieux, d'honorer les héros des mythologies et tout. Ça, évidemment, avec nos mœurs d'aujourd'hui, ça a pris fin. Mais c'est intéressant de voir à quel point l'effet de la lutte au niveau de la compétition puis la pratique du sport elle-même, ben ça, c'est resté depuis quand même une couple de millénaires. Donc, je trouvais ça intéressant, là, justement, de faire le pont là-dedans. Oui, bon, on dit souvent que la lutte, dans le fond, c'est le plus vieux sport au monde, hein, parce que, je veux dire, un combat entre deux personnes, c'est ça de la lutte, là, dans le fond. Ouais, Donc, c'est souvent ce qu'on dit. Et d'ailleurs, la lutte professionnelle, on a pris le mot professionnel pour la différencier de ce qui était appelé à l'époque la lutte amateur. Qui était aussi, bon, qui a différentes variables. Là, on appelle ça aussi de la lutte olympique. C'est parce que la lutte olympique, c'est un peu un mauvais terme, parce que aux Olympiques, il y a deux types de lutte, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Mais à un moment donné, bon, le mot professionnel est arrivé là-dedans pour différencier. Tu sais, souvent, j'entends les gens dire aujourd'hui, ah, ben mettons, tu sais, la NSPW, tu sais, c'est de la lutte amateur, ça. Ouais, non, c'est pas de même. C'est pas parce que c'est pas. Je comprends ce que la personne veut dire. C'est pas la WWE, là. C'est une organisation locale qui
bon, et là, tu le sais, Jacques, là, j'adore la NSPW, c'est pas là que je m'en vais, mais c'est un show, c'est une compagnie qui offre un spectacle, puis c'est une très bonne production. Ça demeure de la lutte professionnelle. C'est pas parce que c'est pas la WWE. Je comprends que c'est pas les mêmes moyens de production, là. Ça, on s'entend là-dessus, mais le terme lutte amateur ne s'applique pas à ce qui se fait ici au Québec parce que c'est de la lutte professionnelle. C'est juste que tu as des niveaux de budget, de production qui viennent avec ça, et c'est là que la différence se trouve, là, uniquement. Très, très bon point. Vraiment, là, très, très bon point. La NSPW, d'ailleurs, ça existe depuis quand, Jack? NSPW, si je me trompe pas, ça va faire 13 ou 14 ans. Pat, tu vas peut-être pouvoir me corriger quand si je me même. trompe. C'est 13 ou Ouais, 14 ans. 2008? Je me semble que c'est 2008. Je pense que oui. Puis j'étais au premier show. À Pont-Rouge, je pense. Ouais. Puis ça fait 13-14 ans que ça roule. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu 1 an et demi à peu près qu'on a dû arrêter les opérations. Ouais. Mais c'est une fédération qui roule très bien sa bosse avec des talents quand même assez élevés, on pourrait se le dire. Là. Je veux dire, avec des Marco Estrada, des Toxic Dars, des Benjamin Toll. Et c'est pas pour rien que... Matt Angel aussi, effectivement. C'est pas pour rien que la fédération... Tu sais, souvent on dit, nous autres, que l'été, c'est notre saison morte. C'est la saison morte de la NSPW. Mais c'est là qu'on a le plus de galas. On se promène vraiment partout. Tu sais, il y a des semaines, des fois, que je peux faire 4 shows en une semaine. Là. Fait que ça roule très bien, ça bosse, même si ça fait 14 ans que ça roule. Quand même. Je savais que ça faisait quelques années, mais 14 ans, ça, je savais pas que ça faisait aussi longtemps, par exemple. Et toi, tu es lutteur pour la NSPW depuis combien de temps à peu près? J'ai commencé à la NSPW. En fait, mon premier gala de la NSPW, je l'ai fait, c'était en 2010. J'ai fait un gala. Après ça, je suis retourné à la NSPW. Je pense que c'était en 2016, si je ne me trompe pas. OK. Puis après ça, ça a été le gala relève qui s'appelle Generation Next, qui se faisait les après-midi de gala. Puis souvent, ben, les gars de Generation Next avaient ce qu'ils appelaient, il y avait un spot dans ce qu'ils appelaient le gala VIP. Donc, 1 heure avant le vrai gala, il y avait, exemple, une centaine de personnes qui pouvaient payer pour un billet VIP. Il y avait droit à 2 combats supplémentaires. Et ces combats-là, ben, souvent, c'était pour montrer les nouveaux talents qui s'en venaient ou bien faire ce qu'ils appellent des try-outs. Donc, si, exemple, un gars de Montréal arrive, exemple, Pat Laprade dit « Ah, ce gars-là, il est vraiment hot, tu devrais l'essayer. » Ben, les matchs VIP sont là pour ça. Okay. Les gars de Montréal n'avaient pas besoin de try-out. Ils arrivaient et ils étaient tout de suite dans les finales. Juste mentionné. Là. Ah, OK. Ben, tu veux vraiment partir la rivalité Québec-Montréal encore. Là. Ça start sur Twitch. Dis les gars de Jonquière au moins. Là. Le pire, c'est que je me demande si Matt Angel a lutté VIP. Je pense même pas. Je pense qu'il est arrivé et il était déjà dans le main show. Ouais, je pense que oui, moi aussi. Ouais. Puis ben là, justement, ce soir, tu voulais nous parler de l'évolution des. Dans le fond, de ce que j'ai compris, là, de ce qu'on a jasé là, finalement en privé sur Messenger, puis aussi ben, tantôt avant le début du podcast. Tu veux nous parler finalement de l'évolution des moves de lutte, en fait, de comment le public réagit à différents moves maintenant versus à l'époque. Je pense que c'est un peu vers là que tu voulais nous emmener. C'est plus l'évolution du public puis l'évolution du produit de la lutte. OK. Je m'explique. Puis l'idée m'est venue en fin de semaine en écoutant un match de WrestleMania 6 qui était Hulk Hogan contre Ultimate Warrior. Où est-ce qu'il commence le match avec une prise de tête pendant à peu près 5 minutes et pendant 5 minutes, tu as la foule qui est folle raide. La foule est complètement en délire pendant 5 minutes. Je suis assis sur mon fauteuil, j'ai ma blonde à côté de moi, je la regarde, je fais mais c'est malade. Ma blonde regarde, fait ben là, c'est une prise de tête. Je dis non, écoute la foule. Et là, tu peux te dire, ben c'est des bruits rajoutés. Non, tu regardes la foule et la foule sont vraiment debout puis ils applaudissent pour des prises de tête, pour des tests de force. Et la lutte, dans le temps, t'avais pas tu sais, comme Pat a dit tantôt, Édouard Carpentier, qui était, comment tu l'appelais, le français volant, je pense. Mm-hmm. Tu sais, on s'entend que maintenant,
ce que Édouard Carpentier faisait dans le temps, maintenant, quelqu'un voit ça, il va faire « Mais, OK ». Parce qu'à cette heure, ils sont habitués de voir des Sammy Guevara faire des flips qu'ils appellent le 630, donc c'est 2 tours complets sur lui-même à partir de la 3e corde. Ils sont habitués de voir des gars se faire des moves sur la nuque, sur la tête, puis se relever tout de suite. Alors que dans le temps, si tu regardes, exemple, un Hulk Hogan, sa prise de finition, c'était une descente de la jambe. Un Ultimate Warrior, sa prise de finition, c'était un splash. Ted DiBiase de Million Dollar Man, c'était une prise du sommeil. Aujourd'hui, tu vois plus ça. Et je voulais faire un parallèle, puis je me suis posé la question, pourquoi que maintenant, les gens voient ça, puis sont comme, mais, OK, qu'est-ce qui a créé ça? Et là, j'ai reculé. Puis, je vais faire un petit parallèle avec ce que Pat disait tantôt. Il disait tantôt que, justement, la lutte s'inspirait souvent des événements historiques. Si tu regardes, qu'est-ce qui a fait de la popularité de Hulk Hogan dans le temps? C'était le fait qu'il s'appelait The Real American. Donc, comme quoi que c'était un Américain. C'était vraiment, comme on pourrait dire en anglais, he bleeds America. Ultimate Warrior, c'était un personnage plus grande nature qui était tout le temps hyper fort, que rien pouvait le battre. Macho Man, même principe, personnage hyper flamboyant. Les méchants, ben, tu avais justement, exemple, The Iron Sheik. Tu avais Nikolai Volkov, qui était un russe dans le temps, Iron Sheik, qui était, je pense que c'était... Iranien. Iranien, merci. Tu avais des personnages comme ça qui faisait que, justement, la business était beaucoup plus axée sur les personnages, sur les histoires, que sur les moves de lutte. Donc, lorsqu'il arrivait, exemple, avec une prise de tête pendant 5 minutes au début du match, ben, le monde virait fou parce que là, tu avais le gentil, donc l'Américain, qui était en train de contrôler le méchant russe. Fait que le monde virait fou. Maintenant, si tu regardes aujourd'hui, côté personnage, t'en as plus de personnages qui sont hyper flamboyants comme ça. Maintenant, tu sais, t'en as quelques-uns, mais c'est très rare. Maintenant, quelqu'un qui fait une prise de tête, le monde sont comme « Ah, OK, c'est un gars avec les cheveux longs qui fait une prise de tête à un gars avec les cheveux courts. » C'est pas ça que je veux voir. Moi, je veux voir un gars donner un kick d'en face à l'autre. Fait qu'est-ce qui a fait que le monde a évolué comme ça? Moi, ça c'est ma théorie. J'y étais avec le fait que si tu regardes dans les années 80, début 90, tu regardais des films, tu regardais des séries télé, tu regardais en fait tout ce qui était télévisuel. Tu n'avais pas les effets spéciaux d'aujourd'hui. Tu n'avais pas, exemple, des explosions en n'en plus finir, etc. Tout le CGI puis tout ce qu'on voit dans les films. Exactement. Plus que tu avances dans le temps, plus que tu vois des effets spéciaux beaucoup plus poussés, beaucoup plus de CGI, beaucoup plus d'explosions, beaucoup plus de séquences d'action. Et si tu regardes, tu fais un parallèle avec la lutte, tu mets les deux un à côté de l'autre dans une ligne de temps, ben la lutte, c'est un peu le même principe. Là, le monde sont comme « Ah, mais là, attends, au cinéma, j'ai vu le char exploser, puis le gars est sorti du char. Là, tu es en train de me dire qu'une prise de tête va le mettre à terre. C'est illogique. J'ai vu le gars manger une balle dans la cuisse, tu es en train de me dire qu'un coup de poing dans le front pendant qu'il est couché à terre, ça va le mettre à terre officiellement pour le compte de 3. C'est illogique. Fait que plus que ça avançait, plus que le monde voulait voir du sensationnalisme. Et c'est là qu'on est tombé dans ce qu'on appelle la lutte spectacle. C'est pour ça que maintenant, la WWF, qui est devenue la WWE, donc la World Wrestling Federation, est devenue la World Wrestling Entertainment. Ah, voilà. Parce que Vince McMahon, fils, voulait absolument plus mettre de entertainment dans le produit pour attirer un peu plus les enfants. Oh, Pat, t'as pas l'air sûr? Oh, ouais, il a l'air à hésiter. Pas vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. OK, là. vas-y. La WWF est devenue WWE à cause d'une... du trademark aussi. À cause d'une poursuite. C'est vraiment ça la raison, sinon il n'aurait jamais changé. C'est que Vince McMahon utilisait beaucoup plus l'acronyme WWF que World Wrestling Federation. Et il y avait les pandas, la World Life White Fund, qui utilisait également le même acronyme depuis plus longtemps que Vince utilisait WWF. Ils ont poursuivi McMahon et ils ont gagné. Donc, Vince n'a pas eu le choix de changer WWF à WWE
le côté spectacle, Vince avait déjà commencé à l'admettre publiquement au début des années 90 parce que Vince voulait arrêter de payer les pourcentages que les commissions athlétiques dans les différents États américains lui demandaient. Lui disait, ben, pourquoi vous me chargez un pourcentage sur les recettes de mon show? C'est un spectacle que je fais, c'est pas du sport. Et ça, c'est au début des années 90. Qui commence déjà à publiquement, et à l'époque, ça a été un des premiers, le promoteur, à vraiment pousser là-dessus. Il y en avait eu d'autres dans le passé, mais jamais aussi appuyé que Vince l'avait fait. L'autre chose aussi que je veux mentionner, c'est au niveau des manœuvres. Il y a eu, tu sais, les manœuvres, pour moi, les manœuvres ont suivi l'évolution. Il y a eu une évolution des manœuvres. Là. En 1930, tu avais un ancien footballeur, Gus Sonnenberg, qui rentrait et qui faisait, tout ce qu'il faisait, c'était un shoulder tackle. C'était ça, sa prise de finition. Shoulder tackle, aujourd'hui, ça va être le premier move là, dans un match. Le moonsault dans les années 90, fin 80, début 90, le moonsault, c'était incroyable. Tu vas voir un moonsault dans les 5 premières minutes d'un match, des fois. Ça a toujours été cette évolution-là où les finishers d'une époque sont devenus les moves de début de combat des époques qui ont suivi. C'est ce qui fait que plusieurs lutteurs, d'ailleurs, en fait, plusieurs générations disent toujours la génération qui suit, là, ils travaillent toujours trop vite. Puis c'est toujours, il y a beaucoup de critiques. Là, oui, mais là, la lutte d'aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus comme dans le temps. Oui, non. Dans votre temps, il y avait une génération qui disait ben oui, mais là, la lutte d'aujourd'hui, c'est plus celle d'avant, puis celle d'avant. C'est une évolution. Les choses font juste continuer à évoluer. Puis la lutte, les manœuvres plus spectaculaires viennent aussi beaucoup du fait que, justement, on est beaucoup plus ouvert sur ce que c'est maintenant la lutte. On est moins obligé, on le vend plus, puis la NSPW, Jack, vous êtes un bel exemple de ça. Vous faites vos shows au Diamant, qui est une salle de théâtre. Et Robert Lepage trippe sur cet aspect-là, sur cette présentation théâtrale-là, ce qui fait en sorte que on ne se cache plus aujourd'hui pour ce que c'est et ça permet d'offrir un meilleur spectacle. On va beaucoup plus miser sur le spectacle. Donc, qu'est-ce que tu veux pour un spectacle? Tu veux créer des émotions, que ce soit dans des rivalités ou que ce soit justement dans des manœuvres plus spectaculaires les unes que les autres. Là, donc, ça aussi, ça a beaucoup eu à jouer avec l'évolution des manœuvres. Bref, c'est pas ma chronique, mais je voulais juste Non, ben c'est préciser correct. ce point-là. Je m'en doutais que j'allais me faire reprendre parce que je veux dire, j'ai 2 historiens avec moi. Moi, je ne suis qu'un simple lutteur. Hein. Je ne suis que le gars qui est dans le ring dans un costume moulant puis qui frappe sur des gens. Fait que c'est tout à fait normal puis je m'en attendais. Donc, t'as comme mais les scientifiques avec le sujet d'étude. C'est ça. Ben, moi, c'était pas mal ça, je voulais dire, justement. C'était comme l'évolution. Puis, tu sais, j'en parle souvent sur mon live que il n'y a rien qui me purge le plus que de voir, exemple, un match de lutte que ça prend un coup de shotgun d'en face pour finir le match. Ils vont kick out de tout, mais qui vont finir avec, je sais pas moi, un roll-up. Mettons, il n'y a rien qui me purge plus que ça. Mais c'est l'aspect spectacle, comme Pat dit, justement. C'est l'aspect que le monde veut. Il faut créer des émotions. Il faut créer un moment pour que le monde fasse comme ah, OK, non, c'est pas là. Très, très beau parallèle. Puis j'aimais bien quand tu dressais le parallèle justement avec Pat t'a parlé un peu de théâtre, comme quoi justement la NSPW, ben, il joue justement dans une salle de théâtre, donc il y a un peu cette symbolique-là. Jack, tu parlais justement de tous les effets de cinéma qu'on a aujourd'hui, toute la technique, la programmation derrière. Le fait que, puis c'est vrai quand même que dans la plupart des produits, les gens recherchent du wow, autant au niveau des effets visuels que vraiment là, de quoi de complètement épique. Puis c'est pas pour rien justement qu'il y a des films d'action à la Michael Bay avec plein d'explosions partout, des gens qui revolent en Je reviens en 2 revenir. secondes. Il y a un beau parallèle là-dessus quand même. Mais cela dit, Rambo existait au moment où les prises du sommeil étaient des finishes à la lutte aussi. T'sais. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement sûr que la culture cinématographique a influencé les manœuvres de lutte, mais je pense que c'est plus la lutte qui a connu son évolution normale où, ben, à un moment donné, à partir du moment qu'un moonsault, c'est plus suffisant, ben,
un moonsault, dans le fond, qui est un saut. Bon, tu te places dos. Tu te places dos à ton adversaire, puis tu fais un OK. saut. Tu fais un saut tu sais, par en arrière, tu te pitches comme par en arrière, puis tu fais OK, une ouais. rotation. Ben, à partir du moment que ça, c'est plus assez, ben, il faut que tu inventes. Mais là, à un moment donné, quand tu veux toujours te dépasser, c'est un peu la même évolution que les compétitions olympiques en saut à ski, puis en bosse et en surf des neiges qu'on voit, ben, ou en patinage artistique également. Là, tout a été une évolution. Un jour, quelqu'un a fait une triple rotation, puis là, d'autres vont en faire 4, puis l'autre va en faire plus. Puis, fait que, tu sais, la lutte a connu la même évolution à ce niveau-là. Pour la suite du podcast, ce que j'aurais envie de faire, en fait, moi, pendant ta chronique, il y avait quelques questions qui m'étaient venues en tête, fait que Oui. j'aimerais ça justement peut-être aborder ces sujets-là. Puis pendant que je pose mes questions, les gens dans le chat, je vais en profiter pendant qu'on est en live sur Twitch. Si vous avez des questions pour moi, pour Pat, pour Jack ou pour nous trois, ou peu importe, si pendant tout ce qu'on a dit depuis le début, il y a des questions qui vous sont venues en tête, des choses dont on n'aurait pas parlé, des éléments que vous voulez savoir, creuser un peu plus, mettez-moi les dans le chat pendant que je pose mes questions à Pat. Puis après ça, bon, on vous rattrapera dans le chat, là, justement, au fur et à mesure. Donc, je compte sur vous. Ouais, c'est ça. De mon côté, pendant ta chronique, je t'écoutais, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, j'entends souvent parler, justement, tu as abordé ça en début de chronique, de la périodisation de la lutte. Justement, là, tu parlais tantôt là, de l'époque, les As de la lutte contre la lutte Grand Prix, 1971 à 76. Puis après ça, ben, je me souviens plus du nom, mais Jack t'a parlé de l'époque par après, je pense, la Attitude Era, c'est ça? Puis je me rends compte qu'un peu comme dans n'importe quel sujet historique, il y a des périodisations, il y a des noms et tout ça. Puis je me demandais jusqu'à quel point ça a été des conventions, à quel moment ces conventions-là sont nées pour dire telle année à telle année, c'est ça. Puis que tout le monde s'entende là-dessus. Tout le monde ne s'entend pas toujours sur les années, mais sur les approximatifs de ces années-là. Bon, évidemment, au Québec, on parle plus d'âge d'or que d'autres choses. Au niveau de la lutte, au niveau de la WWE, ben oui, il va y avoir le Rock and Wrestling Era qui a commencé en 84 avec l'arrivée d'Hulk Hogan et l'arrivée d'Hulk Hogan et on a jumelé à Hogan la chanteuse Cyndi Lauper et tout le volet MTV qui était extrêmement populaire à ce moment-là aux États-Unis, qui commençait et qui attirait un démographique complètement différent, beaucoup plus jeune, au point que dans la tête de Vince McMahon, il y a un avant puis un après Rock and Wrestling Era, dans le sens où lorsqu'il fera Hulk Hogan contre le géant ferré en Andre the Giant en 87, il dira que c'était la première fois que ces deux-là s'affrontaient, quand dans le fond, ils s'étaient affrontés pendant toute l'année 1980. Mais pour lui, entre 87 et 80, à cause du Rock and Wrestling Era, il y avait tellement eu un switch dans le démographique de gens qui regardaient la lutte que pour lui, la majorité de ses fans maintenant ne savaient pas, évidemment, il n'y avait pas d'Internet, ne savaient pas que c'était que ces deux-là s'étaient affrontés en 1980. Ils étaient fans juste depuis 84, 85, peut-être même 86. Mais de jumeler MTV avec la lutte, ça a été la première époque vraiment qu'on peut appeler là, qui a une période associée. Là, c'est le Rock and Wrestling Era. Ensuite, évidemment, est arrivé plus tard, à la fin des années 90, l'Attitude Era, parce que bon, ça, c'est une période où justement la WWF a décidé d'aller un peu plus edgy, d'avoir un contenu un peu plus osé. C'était inspiré justement de la ECW qui avait été là, des précurseurs en Amérique du Nord là-dessus. Un petit peu avant ça, c'était en fait, les deux périodes se sont côtoyées, mais tu avais le Monday Night Wars, donc la guerre des lundis soirs. Ensuite, tu as eu le PG Era, où la WWE, dans les années 2000, a décidé de présenter un produit qui s'adresse un peu plus à tous. Donc, appelle ça PG pour, évidemment, le public. C'est quoi en français? Pas public général, mais bref, que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, aux enfants et tout ça. C'est pas genre 13 ans et plus, ou 12 ans, ou 14 ans et plus.
Ce qui fait que, bon, il y a certaines périodisations comme ça qui sont surtout utilisées par les chroniqueurs, journalistes, historiens, un OK. petit peu moins. Ben, quand même, WWE utilise certaines de ces expressions-là, pas toutes, mais les dates, tu sais, on sait à peu près où, on sait à peu près où ça commence, on sait à peu près où ça finit, mais c'est pas comme s'il y avait une date bien précise. Ouais, C'est c'est ça. souvent un événement, mais c'est souvent aussi quelques événements dans un court laps de C'est un temps enchaînement de qui progression. mènent. Ben oui, exactement. Yann Ladou qui te demande qu'est-ce qui t'a Hum. poussé à devenir historien? C'est vrai, on n'en a pas parlé en début de podcast. Il dit on a partagé les vestiaires ensemble et tout, mais hors ring, je te connais pas vraiment sur ton côté professionnel. Un peu une parenthèse sur le sujet. Donc, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir historien? J'avais commencé, Yann se souviendra peut-être, j'avais commencé à faire des magazines qui s'appelaient l'Almanach de la lutte au Québec, qui était un genre de magazine annuel, si tu veux, où je donnais bon, les principales choses qui s'étaient passées durant l'année, les changements de titre des différentes promotions. OK. C'est là que j'avais commencé, c'est là-dedans que j'avais commencé le temps de la renommée, les prix de l'année, il y avait des statistiques, il y avait les dates importantes de l'année. Je m'étais inspiré de ce que le Pro Wrestling Illustrated, qui est le plus gros magazine de lutte en Amérique du Nord, faisait à l'époque. Et j'allais le vendre de promotion en promotion. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans. Pour la 5e année, je m'étais dit, ça va être cool, je vais faire un top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. Donc, je prépare des bulletins de vote, j'envoie ça à des journalistes, à des fans, à des lutteurs. C'est là que je commence à rencontrer d'anciens lutteurs. Et puis, je reçois les votes, je compile ça. Et là, je me dis, bon, il faut écrire ces biographies-là, ou ces courtes biographies-là. Puis mon but, c'est toujours de faire un almanach. C'est toujours faire mon almanach et là-dedans, je vais écrire là-dessus. Et à un moment donné, Keller Kowalski, que je parlais tantôt, décède. Et il y a le publiciste de la IWS, qui est la plus grosse organisation de lutte à Montréal, qui, as-tu vu, Jack, j'ai précisé à Montréal, qui... Comme si j'étais comme, non, fais attention. Quoique cette année, la IWS et la NSPW ont partagé les honneurs de la promotion de l'année au Québec. Donc, l'accord Michael Ryan, qui est malheureusement décédé maintenant, qui fait un blog sur Kowalski en anglais. Et j'étais comme, wow, je savais pas je connaissais évidemment Michael, mais je savais pas qu'il y avait un côté historique comme ça. Tu sais, c'était bien raconté, puis c'était super intéressant. Fait que je lui offre, parce que mes almanachs étaient bilingues, je lui offre d'écrire avec moi les biographies de ces lutteurs-là. Et lui, il me propose deux choses. Il me propose de faire des side stories, qu'il appelle, c'était son terme. C'est-à-dire, on pourrait parler du lutteur, mais en même temps, on pourrait prendre 1 ou 2 événements et faire quelque chose juste là-dessus, comme l'exemple qu'il m'a donné, les Rougeaux qui avaient battu la Hart Foundation en 87 au Forum de Montréal pour les titres par équipe, puis c'était un changement de titre qui n'a jamais été reconnu par la suite, faire quelque chose uniquement là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi le changement de titre n'a pas été reconnu et tout ça. Je trouve ça super intéressant. La deuxième chose qu'il me propose, c'est de faire, de rencontrer les lutteurs, de faire des entrevues originales avec ces lutteurs-là. Et bien, finalement, à force de travailler là-dessus, je me rends compte qu'il n'y aura plus d'almanach qui va se donner. On est en train de travailler sur un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Mais ça s'est fait organiquement. C'est pas comme si on avait décidé d'écrire là-dessus. C'était comme, OK, là, j'en aurais jamais assez de mon almanach. Malheureusement, Michael a dû quitter le projet parce que son travail prenait trop de place dans son horaire. Mais là, moi, j'étais rendu habitué de travailler avec quelqu'un sur le projet, de bancer des idées là-dessus. Alors, c'est là que j'ai été chercher Bertrand Hébert et décision que je n'ai jamais regretté par la suite. OK. Fait que c'est vraiment une série de petits projets, finalement. C'est une série de petits projets. Puis à partir du moment que tu écris, à partir du moment que tu travailles sur un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, après ça, c'est d'être capable de te vendre comme tel. Tu sais, puis Jack me connaît, ou en tout cas, on se connaît, mais je veux dire, on ne se connaît pas hyper personnellement, mais il me connaît de réputation. J'attends pas après le compliment dans la vie, moi. Je suis capable j'avance, puis je fais mes trucs. Puis je me souviens qu'à partir du moment où j'avais commencé à travailler sur le livre,
puis que je commençais là, à avoir des discussions avec des anciens lutteurs, puis avec des journalistes. Puis là, ça s'en allait un petit peu aussi du côté de l'Ontario. Je commençais à avoir des discussions là-bas aussi. À un moment donné, je me suis auto-proclamé historien de la lutte au Québec parce que personne n'avait ce titre-là de toute façon. Et je me rappelle que je m'étais fait ramasser sur et puis là, ça remonte déjà un petit peu loin, là, les message boards, là, les forums de discussion de l'époque. C'est pré-Facebook, pré-Twitter, pré-Twitch et tout ça. Et je me faisais ramasser. Là, tout le monde me disait, mais comment tu peux t'appeler comme ça? Qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait pour t'auto-proclamer historien de lutte et tout ça? Mais moi, tu sais, bon, regarde, aujourd'hui, on dirait, les réseaux sociaux, mais moi, je me disais, les forums de discussion, tu sais. Et j'ai continué à avancer, puis là, à un moment donné, Édouard Carpentier est décédé. Et je reçois un appel, et on me dit, Monsieur Laprade, telle personne à TVA, ou à LCN plutôt, est-ce que vous êtes capable de nous confirmer le décès d'Édouard Carpentier? Je fais comme, attendez, là, j'ai son numéro, laissez-moi appeler s'il ne me répond pas. T'sais, non, mais tu sais, je ne sais pas, non, là, en ce moment, non, mais laissez-moi faire un appel ou deux. Et là, pendant que la recherchiste me parle, quelqu'un d'autre arrive, puis lui confirme. Et là, la recherchiste dit, OK, M. Laprade, on a eu la confirmation, pouviez-vous rester en onde? On va vous passer live à LCN. Quelqu'un lui avait donné... C'est des contacts. Là. Moi, j'avais été dans l'entourage de Maurice Vachon quand Maurice Vachon avait été intronisé au Panthéon des sports du Québec. Il y avait un documentaire sur lui. Son documentariste et moi, on est devenus amis. Puis c'est lui qui m'avait référé en disant « Appelez Pat Laprade, c'est lui qui connaît en l'histoire de la lutte au Québec. » Parce que j'avais déjà commencé à travailler sur mon livre. Et là, on me présente à l'écran, puis on me présente comme historien de lutte. Et là, bien évidemment, téléphone n'arrête plus. Puis là, je reçois des appels à gauche, à droite. Ça a été vraiment la première fois que les médias ont beaucoup plus qu'avant, ont su qui j'étais et tout ça. Et les journalistes américains, Dave Meltzer, qui est probablement le journaliste américain le plus connu en termes de lutte, m'avait demandé de lui envoyer tout ce que je pouvais sur Édouard Carpentier. Et lui aussi, dans sa publication, avait dit Pat Laprade, Quebec Wrestling Historian. Moi, ça me faisait rire parce que quelques années avant, on me disait que t'es qui pour t'auto-proclamer comme ça, mais là, c'était plus moi qui s'auto-proclamais. Ça a shifté de bord vraiment assez rapidement. Ça a shifté de bord, puis je suis comme devenu un peu la référence pour les médias au Québec par la suite, lorsqu'il arrivait un événement là, en lien avec la lutte, puis après ça, c'est de continuer à cultiver ces rapports-là avec tous ces gens-là. Vraiment intéressant. C'est fou comment un coup d'impulsion comme ça, avec un événement médiatique, après ça, peut faire débouler vraiment tout le reste. C'est vraiment intéressant comme phénomène. Il y a Crutal qui demande comment ça, question pour vous deux, comment ça qu'autant de lutteurs américains ont passé à une carrière au cinéma? Comment ça se fait, mettons, comme The Rock, justement, qui est devenu lutteur, qui était lutteur, qui est devenu acteur? C'est toujours, oui, l'appât du gain, Jack, mais c'est l'appât du gain, l'appât d'aller chercher une plus grande notoriété. Tu sais, combien de gens aujourd'hui ne savent pas que Dwayne Johnson a déjà été lutteur? C'est surprenant, mais oui, beaucoup de monde ne le savent pas. Ce qui veut dire qu'il a eu raison. Ce qui veut dire que n'importe quel lutteur qui veut devenir acteur, c'est parce qu'il va être plus connu. Plus connu, souvent, veut dire plus d'argent, plus de notoriété, plus de publicitaire, plus de ci, plus de ça. Donc, c'est juste de graduer, c'est juste de passer à un autre étape. C'est pas tout le monde qui y réussit, là. Tout le monde ne devient pas Dwayne Johnson. Tout le monde ne joue pas dans Gardien de la Galaxie avec Batista. Tout le monde ne devient pas John Cena. Hulk Hogan a tenté, puis Hulk Hogan, à chaque fois qu'il a essayé, ça a été pouette. Là, ça a été, mitigé. Ça a été mitigé comme succès. Tu sais, Terry Funk a fait de la lutte également, tu sais. A été à Hollywood. Plusieurs ont tenté leur chance. Parce que ce que ces lutteurs-là font, c'est ça, c'est de l'acting. Mais c'est pas tout le monde. Mais il y a une différence entre faire
il y a une différence entre être un acteur dans la lutte et vraiment être un acteur dans un rôle où il faut que tu apprennes des lignes, il faut que tu joues un personnage qui n'est pas nécessairement le tien. La lutte, souvent, la personnalité va reprendre un peu le dessus. Si tu vas jouer un personnage, oui, il y en a qui vont jouer vraiment un personnage, c'est correct, mais il y a quand même une différence entre la lutte parce qu'à un moment donné, ben, tu fais le combat. Là. Le personnage, il est là, mais il est un peu plus dans l'ombre. Quand tu fais ta manœuvre, ta séquence de manœuvre, donc, tandis que quand tu es acteur, ben, c'est le personnage à 100% du temps. Exact. Puis aussi, il faut se dire une chose, un peu comme Pat a dit, plus de notoriété, plus d'argent, etc. Mais c'est moins dur sur le corps, c'est moins dur sur la vie de famille, c'est moins dur sur la vie amoureuse. Je veux dire, t'es pas sur la route 300 jours par année. Non, c'est ça. T'es pas en train de te garrocher dos premier sur un ring de lutte. Fait que, tu sais, il y a vraiment plusieurs aspects. Mais, tu sais, comme je te dis, la peau du gain et le fait que c'est beaucoup moins dur physiquement, je pense que c'est un gros plus. Au nombre de divorces et de mariages à Hollywood, je suis pas tellement sûr que c'est moins dur sur les relations amoureuses. Familial, peut-être pas. Mais c'est différent, mettons. Ouais. Puis, pour donner un autre exemple de ce que Pat disait, que c'est pas n'importe quel lutteur qui peut devenir une star d'Hollywood, un des meilleurs exemples présentement, si tu regardes la WWE maintenant, The Miz. The Miz s'est essayé à faire des films. Il a fait, je pense, c'est The Marine 3, 4, 5, même 6. Puis il est retourné à la lutte. Oui, il a son émission de télé-réalité présentement, mais encore là, je veux dire, c'est pas la même chose. C'est que le Miz venait du milieu télévisuel avant d'arriver à la lutte. Il arrivait d'une télé-réalité. Donc, il y avait un petit background à ce niveau-là. Les films qu'il a faits, c'est beaucoup des films produits par la WWE. Mais oui, il a tenté. C'est quand même un de ceux qui a le mieux réussi dans les dernières années, à part John Cena. Il a quand même fait Dancing with the Stars. Comme tu dis, Jack, il a son émission. Miss and Mrs. à USA Network. Mais tu sais, un gars comme quand j'entends, mettons, Roman Reigns dire, peut-être que je songe à m'en aller à Hollywood, moi aussi, éventuellement. Ouais, OK, là, il commence à se faire tard un peu, là, pour que tu commences ça, là, complètement c'est pas comme s'il y avait un background non plus là-dedans. Fait que bref, c'est pas tout le monde qui peut le devenir. Le Jean Ferré a fait des films aussi, mais c'est tout simplement de changer de braquette, là, en fait. Vraiment intéressant comme réponse, vraiment. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un certain parallèle au niveau de l'acting à faire au niveau de la lutte, au niveau du cinéma. Clairement, évidemment, il y en a un qui est moins dangereux pour la santé physique que l'autre, ça va de soi. Puis dépendamment si ta carrière connaît un fort succès, bien évidemment, ça peut être une autre très bonne source lucrative, là, justement, pour le lutteur. J'essaie de voir les autres questions qu'il y a dans le chat. Maverick qui demande votre mont Rushmore, le top 5 des lutteurs selon vous. Je déteste tellement cette question-là. Je m'en doutais, hein, il y a comme trop de choix pour C'est parce qu'il faut que tu définisses c'est quoi un bon lutteur. Okay? Ouais. Je vais commencer par définir ça, sinon ma réponse, les gens ne seront pas d'accord. Pour moi, un bon lutteur, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement bon dans l'arène avec les manœuvres ou dans les combats. Pour moi, un bon lutteur, c'est un ensemble de choses. Là. C'est ce qu'il fait dans le ring, c'est les habiletés au micro, c'est l'argent qui est capable d'attirer, la foule qui est capable d'attirer. Donc, pour moi, un lutteur complet est capable de répondre à tous ces critères-là. Parce que, bon, des bons lutteurs dans l'arène, Dean Malenko était un excellent lutteur dans l'arène. Personne ne va penser à le mettre sur un Mount Rushmore de la lutte. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Cela dit, je vais y aller avec Hulk Hogan. Je vais y aller... Là, le monde de la lutte ou WWE, c'était quoi la question? Est-ce que tu parles de 5 à 1 ou de 1 à 5? Je ne les mets pas dans l'ordre. OK. Je ne me donnerais pas Je me donnerais pas ça. Il n'était pas 4. C'est déjà assez d'en choisir 5. C'était pas 4 le Mont Rushmore? Hey, bonne question, je me souviens plus. Attends, je vais aller faire une recherche. Sont 4 normalement. Il me semble qu'ils sont 4 là. Oui, il me semble qu'ils sont 4. Tant pis, il y en aura juste 4. Il y en aura juste 4. Donc, si on y va avec WWE là, pour se donner un peu des balises, là, parce que sinon, on va vous parler d'Antonio Inoki, de Ricky Dozan puis d'El Santo. On va y aller avec Hulk Hogan, Bruno Sammartino, The Rock puis Steve Austin. Parfait. Jack, de ton côté, ce serait quoi?
Je vais définir un peu pour moi que ça veut dire meilleur lutteur. C'est Bon sensiblement la même réflexe. définition que Pat, sauf que moi, je Il y en a rajoute pas avec ça. d'autres, Jack. Hein? Il Il n'y n'y a en a pas pas vraiment d'autres? d'autres Ah, ok, c'est définitions que correct, ça. c'est beau. Hey, bye! C'est ma définition, mais c'est aussi la seule. C'est pour moi, en fait, la définition d'un bon lutteur, c'est quelqu'un qui a une connexion avec une foule, mais qui est aussi hyper talentueux dans le ring. Euh, pour moi, l'aspect vente de billets, pour moi, ça rentre pas tant dans ma définition de bon lutteur, mais c'est sûr que moi, j'ai pas l'aspect business de la lutte. J'ai pas été booker, j'ai pas été propriétaire, j'ai pas été. Moi, je vais côté fan de lutte. Euh, J'y vais avec, mettons, si je vais avec un top 4, je vais aller avec un Owen Hart. Qui selon moi était selon moi, Owen Hart et Macho Man, c'est les deux meilleurs lutteurs qu'il y a eu dans la business américaine. Sinon, après ça, je vais y aller avec un Chris Jericho pour tout ce qu'il a fait aux alentours, pour tout ce qu'il a amené à la business, pour le talent dans le ring, pour le charisme, etc. Puis à la fin, ben, je vais y aller avec The Rock aussi. Encore une fois, pour la connexion qu'il y avait. C'était pas le meilleur lutteur dans un ring, mais juste sa prestance, puis juste son charisme faisait qu'il allait chercher vraiment, il allait chercher sa connexion avec la foule. Où je suis moins d'accord avec toi, c'est que le côté business, c'est le côté le plus important. Non, I know, mais j'y vais vraiment, comme je te dis, mon top 4, moi, il est à travers les yeux d'un fan. Et les fans tripaient sur Hulk Hogan. I know. Moi, je trippe pas sur Hulk Hogan. C'est mon opinion, ok? Tu me feras pas changer d'idée. Les VJs qui demandent... débats. Question peut-être un peu plus pour Pat. Plusieurs font le rapprochement entre les débuts de la lutte au Québec et les fêtes foraines / foires agricoles. Dans quelle mesure est-ce vrai selon toi? Encore là, la lutte a connu une évolution et les fêtes foraines se faisaient en parallèle de la lutte. Ça a été fin du 19e siècle, 20-30 premières années du 20e siècle, où on retrouvait les lutteurs dans les fêtes foraines. Dans le fond, ce qui se passait, c'est que tu avais, mettons, un stage, tu avais un animateur qui disait, bon, voici notre champion, qui veut payer 5 $ pour s'essayer contre notre champion. Si vous le battez, vous gagnez la cagnotte. Si vous ne le battez pas, ben, on garde votre argent. Et bon, que Jack parlait tantôt, plutôt dans le Twitch, on parlait de shooter, de shoot, ben c'était là que c'était important. Il fallait que les gars savent se défendre pour vrai, parce que là, tu affrontes une variété de personnes qui, eux, ont comme but de vraiment aller gagner cette cagnotte-là. Là. Le monde n'était pas nécessairement... faisait pas partie du scénario. Cependant, ce qu'on avait, c'est qu'on mettait des plantes, ce qu'on appelle des plantes, c'est-à-dire des gens qui travaillaient avec la promotion, puis qu'on mettait dans la foule. Fait que, mettons, toi, tu es le promoteur, Frank, et moi, je suis ton plan. Donc, moi, je sais, moi là, à la fin de la journée, j'ai une part dans l'argent qu'on va faire dans cette journée-là. Et là, à un moment donné, tu me choisis. Et là, moi, je sais commencer. Donc, le plan va avoir deux rôles. Il peut avoir le rôle de celui qui se faisait battre vraiment facilement pour montrer que tu avais un vrai champion. Mettons, c'était Jack ton champion, tu avais un vrai champion. Ou au contraire, je suis là pour battre Jack, pour montrer au reste qu'il est battable. Donc, gagé, là, il est battable. Sauf que les autres ne savent pas qu'on s'était arrangé, là, que c'était arrangé, j'étais pour battre Jack. Et les autres, à ce moment-là, puis le mot vient du gambling, ce qui était un peu ça, les autres deviennent des marques. Puis là, Jack, tu reconnais le terme. Le terme marque vient du gambling. Un marque, c'était la personne qui était innocente à la situation qui se déroule autour de lui et qui est en train de s'en faire passer une vite. Et ça se faisait dans le gambling. Et ben, ça s'est transposé, le terme s'est transposé à la lutte dans ce genre de scénario-là
de fêtes foraines où on avait des lutteurs comme ça. Au 19e siècle, beaucoup de lutteurs commençaient là-dedans, mais en même temps, en parallèle, tu avais des tournois de lutte gréco-romaine qui étaient scénarisés. Comme je te dis, il y a toujours eu une évolution. Au début, on savait qui gagnait, puis bon, plus la lutte a évolué, plus le combat est devenu scripté lui-même. Mais c'est ce qu'on retrouvait à l'époque, oui. C'est fascinant, il y a un ancien lutteur français, Paul Pons, P-O-N-S, qui, à l'époque, il luttait, lui, à la fin du 19e siècle, début du 20e, je ne me trompe pas, et il avait écrit ses mémoires où il expliquait tout ça. Et pourtant, là, à une époque où on n'expliquait pas les rouages de la lutte, là, et lui il avait expliqué comment ça fonctionnait, il avait expliqué les signaux, les signes qu'on lui avait donnés quand lui, c'était justement le plan dans la foule, puis qu'il savait qu'il allait là pour un rôle, puis un but bien précis, puis comment est-ce qu'il communiquait avec le champion, puis avec l'annonceur, qui était souvent le promoteur. Donc, c'était super intéressant, je trouvais, là, pour te donner une idée de comment ça se passait. Hey, merci beaucoup pour ta réponse. Puis le podcast tire pas mal à sa fin. Je vois pas d'autres questions qui sont dans le chat pour le moment. Donc, écoutez, je vais commencer par vous remercier. Vous remercier encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode de mon podcast Diablement Historique, 2e épisode sur l'histoire de la lutte. Jack, merci beaucoup d'être revenu justement pour le 2e épisode. Toujours intéressant de t'avoir avec moi. Toujours content de collaborer avec toi aussi d'un streamer à un autre. Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, ça fait plaisir d'être le faire-valoir de Pat rendu là. Je m'excuse, Jack. Je m'excuse, mon gars. Je le savais très bien que j'allais me faire que j'allais me faire reprendre. Je veux dire, je me suis dit, je vais y aller avec quelque chose que je connais un peu, puis au pire, Pat va venir complémenter. Là. Je l'avais dit dans la conversation Messenger. Je peux laisser toute la place à Pat. Moi, j'ai aucun problème. Mon but, c'était pas de te faire mal paraître du tout. Là. Non, t'as pas mal paru, Jack. T'en fais pas. Vraiment. Non, mais c'était pas ça. Puis c'était pas ça le but non plus. Là. Ben non, c'est ça. Je voulais juste, tu sais, pour moi dire que Macho Man est un des meilleurs lutteurs de tous les temps, c'était bien pire que ta chronique sur les moves, là. Ce qu'il est en train de faire. Tu disais que tu étais au diamant, hein, c'est ça? Tu vois, Frank, créer une réaction dans le monde de la lutte. Ouais, là, je commence à voir la dynamique. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Moi, je sais pas faire un move de lutte, mais je sais comment créer des réactions. Oui, c'est ça. Moi, c'est le contraire. Justement, merci beaucoup, Pat, de t'être prêté au jeu de Twitch, de t'être prêté au podcast, d'être amené vraiment une très, très belle contribution, justement, pour ce podcast sur l'histoire de la lutte. Effectivement, comme a dit Jack, là, je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur invité expert que toi pour ce podcast-là. Écoute, si jamais il y a un épisode 3 sur des thématiques, comme je sais que tu as écrit un livre sur les femmes dans la lutte, oui. Écoute, si tu es intéressé à revenir, moi, je te prends comme invité n'importe quand si on veut exploiter des thématiques un peu plus précises. Si tu es intéressé à revenir, moi, je suis très, très, très ouvert. Excellent, tu me feras signe. Ben oui, absolument. Ça me fait toujours plaisir de venir partager mes opinions, connaissances avec les fans comme les néophytes. Donc, c'est toujours bien le fun. Donc, ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis évidemment, j'encourage les gens à se procurer. J'ai vu passer tantôt quelqu'un, malheureusement, je ne l'ai pas revu par la suite, mais quelqu'un qui m'a dit qu'il venait d'acheter mes 2 livres là, lorsque tu les as annoncés. Ah oui, en début de live, oui. Donc, je veux remercier cette personne-là. C'est bien gentil. Et si vous voulez faire comme lui, ben, je vous incite à aller, là, entre autres, sur Amazon.ca où mes livres sont disponibles. Vous pouvez également me suivre là, sur Instagram, Facebook, Twitter, principalement à @patlaprade. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement Historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell_frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.